Bon, sachez que on avance bien dans notre cycle de lecture sur le monde associatif. Si vous avez loupé ce qui s'est passé les dernières fois, on a parlé de plein de choses différentes. La dernière fois, on était sur la logique du bénévolat, essayer de comprendre comment est-ce qu'on devient bénévole dans une asso, qui le fait et tout. Je pense qu'on discutera de tout ça aussi pendant l'émission en plateau avec Lydia. Je rappelle, le 26 janvier prochain, qui sera une émission en plateau où il y aura des gens du monde associatif qui seront là et on discutera un petit peu des enjeux autour du monde associatif aujourd'hui. Et notamment la question de rajeunir les bénévoles, parce qu'on a vu, il y a beaucoup de gens qui deviennent bénévoles dans des assos à partir de la retraite. Voilà. Les salariés sont plutôt jeunes, mais par contre, les bénévoles sont plutôt âgés dans le monde associatif en général. Donc voilà. Et on avait vu aussi au niveau des statistiques qu'il y avait plus de bénévoles pour des questions sociales, dans des assos qui posaient sur des questions sociales, que dans des clubs de sport, par exemple, des associations de sport. Ce qui, moi, m'avait pas mal choc-barre de baiser, parce que je pensais qu'il y avait plus de gens qui faisaient du sport que d'aider les autres. Comme quoi, j'étais très pessimiste, finalement, et sombre. J'étais bresson. Lecture socio-purée, c'est pas sorcier. Ah, bah attendez. J'avais déjà prévu un magnifique titre qui était vachement mieux. Voilà. Donc, je récupère la lecture qu'on va faire aujourd'hui. Tintin. Elle parle jeune, elle a dit choc-barre. Je crois que les jeunes, ils disent plus choc-barre, hein, ça y est. De toute façon, quand ça reste trop longtemps et que c'est repris par les trentenaires, c'est foutu. Je suis connectée... Ah, c'est bon, je suis connectée à mon compte Kern. Je vais pouvoir vous montrer. Je vais mettre en Dark Reader pour pas vous exploser les yeux. Par respect. On va zoomer. Et c'est parti pour la lecture. Let's go. Je vais avoir une énergie comme ça, je pense. Je suis chill, hein. Franchement, la matinale... La dernière matinale où je vous disais que ça allait être un live chill, j'étais énervée. Et là, d'habitude, je suis énervée pour les lectures et là, je suis chill. Comme quoi. Il faut écouter son corps. Ok. Je suis prête, armée de mes mouchoirs. J'ai mis mon truc pour les lèvres gercées. Je suis ready to go. Alors, je vous propose de lire aujourd'hui un texte qui est ultra récent. C'est un article scientifique qui est sorti en 2020. La plupart des trucs qu'on a lus jusqu'à maintenant, c'était début des années 2000, 2005, ce genre de trucs. Et là, du coup, 2020, donc c'est très récent et ça permet un peu de comprendre les enjeux. Aujourd'hui, dans les assos, des classes populaires et des associations, quelle redéfinition des rapports aux politiques? Donc l'idée, c'est d'essayer de comprendre un petit peu, est-ce que les assos... Enfin, en tout cas, moi, j'ai choisi le texte pour ça. Ça se trouve, il parle pas de ça, parce que je vais le découvrir avec vous. Je rappelle, on fait des reacts de livres, en vrai, ou d'articles scientifiques, mais j'ai pas lu avant. Mais dans mon idée, c'était de voir est-ce que les assos peuvent être un lieu de politisation, c'est-à-dire de permettre de développer des compétences politiques. Est-ce que les assos, elles permettent ça ou pas? Ou est-ce que c'est pas le lieu? Enfin, voilà. Se poser ces questions-là, essayer de comprendre comment ça marche si c'est le cas. Arnaud, je le connais pas. Arnaud Trenta. Je le connais pas, mais Camille Amidi, elle est politiste, donc chercheuse en sciences politiques. Et Arnaud Trenta, il est docteur en sociologie. Voilà. À partir des années 70, les associations ont suscité en France un intérêt scientifique croissant à mesure que leur nombre, leurs actions et leur visibilité accrue semblaient contredire la thèse séculaire d'une société civile française atone. Donc en gros d'une société française qui fait R, quoi. Je vous remets la capture d'écran. Super, bravo Modia Toukassian. Je voulais vous mettre le titre de la lecture pour que vous l'ayez parce que j'avais préparé et puis maintenant je casse tout. J'ai envie de vous éternuer dessus aussi. Oh, c'est dur là. C'est dur de se retenir d'éternuer là. Du coup, je vous tousse dessus. Mais voilà, bon, le problème, c'est qu'on lit des articles de chercheurs et chercheuses et donc ils ont tendance à parler de ce que font les autres chercheurs. Enfin, c'est pas un problème en soi, mais du coup, je sais... Des fois, on se perd un peu dedans, en tout cas à la lecture. Donc là, il y a peut-être des passages que je vais sauter pour ça. Dans tous les cas, voilà, les chercheurs, à partir des années 70, se sont mis à s'intéresser aux associations. Le champ de la sociologie des associations s'est d'abord constitué à partir des questionnements sur l'engagement. Pourquoi est-ce que les gens s'engagent? Enfin, toutes les questions qu'on a déjà vues ensemble.
en interrogeant notamment les apports et les limites de ces organisations au changement social et à la vie démocratique. Est-ce que les assos servent à enrichir notre démocratie? On a vu que, en tout cas, ça a aidé à, c'est ce qu'on a vu à la dernière lecture, ça a aidé à créer du vivre ensemble, entre guillemets, dans le sens où ça te mettait en relation avec des gens que tu côtoierais jamais dans la vraie vie, qui sont pas forcément de ton milieu social d'origine et que tu croiseras pas dans ton milieu professionnel. Donc ça te met en lien avec des gens un peu différents, ce que tu as l'habitude de croiser. Dès l'origine, une controverse structurante portait sur la capacité du mouvement associatif à mobiliser les classes populaires. Donc les gens avaient l'impression que les assos c'était un truc de bourgeois, quoi. Compliqué de voir les classes pop dedans. Sans y reproduire les mécanismes de domination sociale existant par ailleurs. C'est ça, quand il y a des gens de classe populaire dans les assos, ils vivent les mêmes problèmes et les mêmes discriminations que ce qu'on vit normalement, quoi, dans le reste de la société. Plusieurs recherches ont souligné la centralité des nouvelles classes moyennes dans le développement du secteur associatif. C'est ça, c'est majoritairement les classes moyennes qui vont s'investir dans les assos. Les enquêtes statistiques ont également permis de mieux cerner les caractéristiques sociales des adhérents, des bénévoles et des dirigeants, en mettant au jour une sélectivité sociale des associations liées au niveau de diplôme et de revenus. On a vu que c'était majoritairement des gens qui étaient dans les assos à des postes importants, c'était des gens qui étaient surdiplômés. Pas forcément qui gagnaient très bien leur vie, mais en tout cas qui étaient surdiplômés par rapport aux gens qu'ils aidaient, avec lesquels ils participaient à des actions dans les assos. Face à l'engouement scientifique, médiatique et politique pour les associations, ancré dans des débats sur les transformations de l'engagement militant, un courant critique s'est progressivement constitué, en interpellant notamment sur les risques de disqualification des modalités d'organisation et de mobilisation de la classe ouvrière, considérées abusivement comme archaïques et aliénantes. Donc en gros, quand les gens de classe populaire s'organisent, on a tendance à être méprisant et à trouver que c'est des manières de s'organiser archaïques, quoi. Est-ce que c'était le cas avec les gilets jaunes, par exemple? Je sais pas. Qu'est-ce qu'en disent les travaux sur les gilets jaunes? À voir aussi. S'il n'y a pas ce truc-là de mépris envers les gens qui viennent de zones rurales aussi. Je sais pas du tout. Je me mouche, je reviens. Merci Codorus. C'était très frustrant. C'est très frustrant de ne pas pouvoir vous remercier pendant Lethal Company, mais j'ai toujours peur d'attirer les monstres ou de gêner mes coéquipières. Merci Codorus pour les 2 mois de soutien. Merci beaucoup. Attendez, je calme ma musique. Depuis le début des années 2000, on assiste à un renouveau des questionnements sur les associations, alors que leur nombre continue de croître. Et surtout que leur rôle se redéfinit avec la transformation et les périmètres d'intervention de l'État. Donc il y a de plus en plus de travaux de recherche qui s'intéressent aux associations, notamment parce qu'il y a un désengagement de l'État et que les assos se retrouvent à faire les tâches de l'État, ça on en a déjà parlé. Du coup, les chercheurs se mettent à s'intéresser aussi aux assos pour ça. On estime aujourd'hui à 1,5 million le nombre d'associations actives en France. Elles rassemblent environ 1,8 million de salariés, soit l'équivalent de la fonction publique territoriale. Ah ouais? Putain, c'est énorme! C'est l'équivalent de la fonction publique territoriale? Ah ouais. Et 9,7% des salariés du secteur privé et près de 13 millions de bénévoles. 13 millions de bénévoles. C'est ouf. Hein. Mais merci. Dégagez! Mais dégagez! N'écoutez pas ce robot agressif. Merci Stupide Economics pour le raid. On vient tout juste de commencer une lecture sur le monde associatif. Voilà, et le rapport aux classes populaires au monde associatif. Donc bienvenue à vous. Bienvenue, vous pouvez vous installer. Je découvre le texte en même temps que vous, c'est du React de lecture. Voilà. Et là, on était en train d'apprendre que il y a 1,5 million d'associations actives en France et il y a 13 millions de bénévoles dedans quand même. Et 1,8 million de salariés. C'est ouf. Merci encore pour le raid. J'espère que le live s'est bien passé. Salut Gikatori, salut Hugo Link, salut Jacques Horreur, bonjour. Les associations sont incitées à prendre une part croissante dans la mise en œuvre des politiques publiques. C'est ce qu'on disait, en fait, les assos se retrouvent à faire le travail de l'État. Et du coup, l'État, enfin les législateurs à l'Assemblée nationale vont prendre des décisions en disant « Ah, on va mettre en place tel projet, on va mettre en place telle politique publique. » Et derrière, ça va être les assos qui vont concrètement faire le travail, quoi.
avec souvent des... Elles se retrouvent, donc les assos, souvent prises dans des relations de plus en plus étroites de partenariat et de subordination avec l'État et les collectivités territoriales. Donc elles ont de moins en moins d'indépendance parce qu'elles sont dépendantes des financements de l'État en grande partie, des contrats qui viennent de l'État. Voilà, bon, c'est une ambiance, hein. Là, le monde associatif aujourd'hui, c'est beaucoup de dossiers et de subventions pour essayer d'obtenir des sous. Du coup, pas besoin d'embaucher de fonctionnaires. Non, c'est ça. C'est ça, c'est bien pratique. Du fait notamment des changements de mode de financement, c'est ça. Le fait de faire des dossiers, c'est ce que je disais. J'ai anticipé, du coup. Le fait que tu doives demander des subventions à l'État va faire que tu passes ton temps à avoir des gens dont le boulot, c'est de faire des dossiers. Ces phénomènes s'accompagnent d'un processus d'institutionnalisation et de professionnalisation du monde associatif. Donc, il y a de plus en plus de salariés. Ce qui semble renforcer les limites des associations à constituer des espaces d'engagement et de participation des groupes subalternes. Forcément, les salariés qui vont... Merde! Ça a planté? Ou c'est ma souris qui marche plus? Ah oui, ça avait planté. Oh, Google! Qu'est-ce que tu me fais, Google? Bon, après, j'ai des problèmes avec mon PC, hein. Non, on a dit la plupart des associations ne sont pas des associations sportives, mais sont vouées à des questions sociales. La majorité des bénévoles aujourd'hui en France ne sont pas bénévoles dans le secteur du sport. Faut regarder le précédent live, il y avait les stats qui étaient donnés. Depuis, j'ai plus les trucs en tête. Mais non. Ah, c'est bon, j'ai récupéré le contrôle. Merci Cookie Cake pour les 8 mois de soutien. Alors qu'il suffit de connaître Marlène Schiappa, et voilà, et les financements tombent. Ils pleuvent, bien sûr. Des bisous Cookie Cake, merci pour les 8 mois. Donc oui, je disais, les salariés, les personnes qui sont recrutées pour travailler dans des assos en tant que professionnels, c'est pas des gens de classe populaire. Donc ça va être ce qu'on disait, hein, les petites classes moyennes et des gens qui sont surdiplômés qui vont bosser dans les assos. Souvent en étant mal payés, mais quand même. Et du coup, forcément, ça fait que les gens de classe populaire, les personnes qui viennent des groupes subalternes, donc qui sont plus marginalisés dans la société, vont se retrouver de facto un peu plus exclus des assos, quoi. En tout cas, elles vont être les personnes qui vont recevoir l'aide. Et comme on a dit, il faut aussi que tu puisses aider pour que la société soit égalitaire, quoi. Que tout le monde puisse participer à l'effort collectif. C'est ce qui fait que tu n'es pas dépendant de gens qui t'aident et que voilà. Pour ça, il faudrait de la redistribution des richesses. Mais bon, pareil, on en a déjà parlé. N'hésitez pas à aller regarder les rediffs pour avoir toutes les infos. Et je vous mets la chaîne de rediff d'ailleurs, où je posterai en archive les rediffusions de ces lives. En lien avec les débats qui traversent la société française, la sociologie du monde associatif a donc mis en lumière un certain nombre de facteurs explicatifs d'une sous-représentation des classes populaires dans ces organisations et d'une moindre participation à ces nouvelles formes de militantisme. Nouvelles formes dans le sens où c'est plus éloigné de ce qu'avaient l'habitude de faire les ouvriers avant, quoi. Avec les syndicats et tout ça. Néanmoins, peu de travaux interrogent en tant que tel le lien entre les associations, les classes populaires et le politique. Donc c'est ce que va faire cet article, essayer de comprendre un peu le lien politique, association, classe populaire. L'entrée par les associations s'avère particulièrement heuristique, donc utile, pour analyser à nouveau frais les rapports aux politiques des classes populaires. Donc quel est le rapport aux politiques des classes populaires en général? Ça peut être assez distant, mais ça dépend vraiment, donc on va voir ça ensemble. Il convient de préciser que les contributions réunies dans ce dossier s'inscrivent dans la perspective dégagée par Olivier Schwartz. Bon bah là c'est ce que je vous disais, c'est que pour pouvoir faire des travaux de recherche et publier des articles scientifiques, il faut que tu te positionnes en tant que chercheur au milieu de la littérature qui a déjà été écrite sur les associations. Par exemple, là, si ton travail c'est de faire de la sociologie des associations, tu dois dire les autres ont fait ça, moi je m'insère dans ce truc-là, je pense ça, je suis dans tel courant, voilà. Donc là, donc l'article s'inscrit dans la perspective dégagée par Olivier Schwartz en 98 autour de la catégorie de classe populaire qui permet de rassembler, sans homogénéiser, les différents groupes sociaux confrontés à des rapports de domination dans l'ordre économique et culturel. Donc globalement, les classes populaires, c'est des gens qui sont dominés culturellement, en mode, ça veut pas dire qu'ils n'ont pas de culture, mais qu'ils n'ont pas les codes de la culture légitime. Typiquement, savoir se tenir. J'ai une amie qui m'a déjà dit ça, elle m'a dit... je pourrais t'inviter à Matignon, mais comment tu vas t'habiller? Voilà. Non, d'ailleurs, c'est pas Matignon. Matignon, c'est là où est Gabriel Attal, c'est ça maintenant. Matignon, c'est Premier ministre.
Donc non, c'était ministère de l'économie. C'est Place Beauvau peut-être. Comme je ne suis pas parisienne non plus, voilà, vous voyez, les codes ne sont pas là. Mais en gros, c'est concrètement... Est-ce que tu as accès à la culture légitime? Oui, c'est ça, Bercy. Et Premier ministre, c'est Matignon. C'est ça, c'est Bercy. Putain, c'est bien d'avoir des gens qui vulgarisent de l'économie qui sont là. Forcément. Ou les viewers, vous connaissez où est le ministère de l'économie. C'est terrible. Mais bon, en tout cas, la culture légitime, c'est celle qui va vous être transmise par l'école, la culture scolaire. Et puis c'est aussi celle que transmettent les parents aisés à leurs enfants. Typiquement, aller au théâtre, lire des livres classiques, savoir les maîtriser. D'ailleurs, si ça vous intéresse sur la littérature classique et le mépris de classe qu'il y a dans son apprentissage ou dans son usage par les classes sociales aisées et bourgeoises, on a fait une lecture là-dessus, enfin une discussion là-dessus, avec Redek de la chaîne Le Moc, qui participe au Arte Boot Club. Enfin, la chaîne Le Moc, hein, pas Redek, parce que lui, il finissait sa thèse, mais si ça vous intéresse, c'est dispo sur la chaîne de Rediff, cette discussion. Sur élitisme et littérature classique. Bref, voilà. Donc, ça veut pas dire que vous n'avez pas de culture quand vous êtes de classe populaire, mais que vous n'avez pas la culture qui est valorisée socialement et qui vous permettra de grimper les échelons sociaux, quoi. Du coup, domination d'ordre économique. Donc, typiquement, dans les classes populaires, on rentre aussi les pauvres, quoi. Pas d'argent. Les gens qui sont dans des situations de... Ils appellent ça la paupérisation. Ils sont pauvres, quoi. Je suis québécois, c'est très français cette histoire de culture légitime. Ici, l'argent, ça suffit pour être bien vu. Non, y a aussi une culture légitime au Québec. D'ailleurs, elle est souvent française, cette culture légitime. Il faut maîtriser les classiques qui ont été rédigés d'ailleurs par des Français. Vous êtes forts, les Québécois, pour vous détester. C'est beau, un peu. Une espèce de relation amour-haine. Vous êtes à la fois des colons et des... Vous êtes à la fois colonisés, parce que vous avez été colonisés du coup par les Anglais et par la France, quoi. Et en même temps, vous êtes des colons, vous-même. Colonisateurs colonisés, c'est beau. Avec ce que vous avez fait aux Premières Nations. On est dans un triptyque magnifique. Mais du coup, il y a bien une culture légitime au Québec quand même. Hein. Salut Polychinelle. Après, elle est spécifique. Non, les bourgeois se ressemblent un peu tous partout, mais il y a des trucs spécifiques, évidemment, culturels à chaque pays. Mais ce n'est pas... Par exemple, vous n'avez pas de grande école. Un des trucs fondateurs de la culture légitime en France, c'est de traverser et de finir diplômé des grandes écoles. C'est que vous n'avez pas de grandes écoles. Ça ne veut pas dire pourtant que vous n'avez pas une culture légitime. Et bonjour en Polychinelle, on vient de commencer, oui. On vient de commencer. Merci Antoulme pour le Prime et les 3 mois de soutien, merci beaucoup. Merci. Mais en tout cas, voilà, les classes populaires, c'est hétérogène parce que dans les classes populaires, par exemple, on peut avoir les personnes qui vivent en banlieue et qui sont directement dans des zones, par exemple, ultra polluées où on a vu, elles ont des soucis de santé qui sont nouveaux, notamment des soucis respiratoires et tout ça. Et en même temps, vous avez les classes populaires, les personnes pauvres qui vivent en zone rurale, à circuler, dans des endroits où il n'y a pas de travail, qui vivent le chômage là-bas. Voilà, bon, du coup, dans les classes populaires, il y a tout ça, donc c'est très hétérogène. Mais en tout cas, ça permet d'englober des gens qui sont dominés économiquement et culturellement. Voilà. Alors ça, c'est les autres travaux, on s'en fout. Elle fait... Elles font une liste des autres travaux. Putain, mais... Je fais planter à chaque fois quand je veux... En fait, il y a mon... Je sais pas comment on appelle ça, la molette. Il y a ma molette de souris qui est cassée, qui ne fonctionne plus très bien. Ce qui est extrêmement relou pour jouer. Et surtout, je ne sais pas comment... Enfin, pour scroller sur les réseaux aussi, d'ailleurs. Je pense qu'il faut que je démonte pour essayer de la réparer, mais j'ai aucune idée de comment faire. Je vais essayer, mais... Elle est très récente et j'ai pas envie de la niquer. Mais du coup, bref, elle ne marche plus. Et du coup, ça fait tout planter. C'est super. Donc, en se focalisant essentiellement sur les catégories d'ouvriers et d'employés, le rapport à la politique légitime, donc le rapport à la politique légitime, c'est les élections, les partis politiques, de suivre globalement l'actualité politique que vous voyez en lisant les journaux ou en allumant votre télé, quoi. Donc, les classes populaires, qu'est-ce qu'ils pensent de ça? Globalement, abstention massive, progression du vote en faveur de l'extrême droite. Bon, ça, on parle pour les blancs, hein, où il y a une progression du vote en faveur de l'extrême droite qui est assez forte chez les classes populaires.
Toucher espace peut-être. Je sais pas, écoute. Ah non, toucher espace, ça me fait remonter. Je sais pas. Soyez maudits! Ça y est, maintenant je sais plus où j'en suis. Au secours. Pourquoi j'ai appuyé sur la touche espace? Salut Curisoto. Merci Rage de Léa pour les 26 mois de soutien. Ah voilà, on est là. C'est bon. On est là. Ce constat d'une désaffection politique des classes populaires est toutefois plus rarement mis en relation avec des formes moins institutionnalisées d'engagement comme le militantisme associatif. Ce qui permettrait pourtant d'approfondir en infirmant, confirmant ou plus probablement en complexifiant la thèse d'une distanciation croissante des classes populaires vis-à-vis de l'activité politique. Donc en gros, il y a l'idée de dire les classes populaires s'intéressent de moins en moins à la politique. Et là, ce que disent les chercheurs, c'est peut-être qu'il y a d'autres formes d'engagement politique et que ça passe par le monde associatif. C'est possible. Des bisous Rage de Léa, merci beaucoup. Le prisme associatif jette une lumière sur les marges du champ politique et élargit le cadre de la réflexion sur les formes pratiques et discursives de la redéfinition du rapport aux politiques des classes populaires. Oui, c'est ça. Il y a quand même une volonté... Enfin, une volonté, je sais pas si c'est intentionnel, mais en tout cas, les gens ont tendance à s'impliquer politiquement un peu différemment de ce qu'on a l'habitude de voir. Ça passe plus forcément par les partis politiques. Historiquement, les associations ont ainsi joué un rôle important dans les sociabilités populaires et la structuration du monde ouvrier. Bon, les gens participent à des assos aussi pour se faire des amis, rencontrer des gens, on en a déjà parlé. Et du coup, ça permet d'avoir une conscience de classe aussi, de rencontrer des gens hors du travail qui ont un peu le même mode de vie que toi, quoi. Les associations de quartiers populaires contribuent aussi à l'émergence de nouveaux porte-paroles, comme le montre l'exemple de la coordination Passe en nous, qui, née dans la dynamique du rapport de Marie-Hélène Baquet et de Mohamed Mach, je connais même pas cette histoire de Passe en nous, sur la réforme politique de la ville, se définit comme un syndicat des quartiers populaires. Ok, donc Passe en nous, c'est une asso qui voulait que s'il y a des réformes dans les politiques urbaines, ils puissent participer, quoi. Aux discussions. Je m'étouffe, hein. C'est super la gorge. Il n'y a pas un mouvement des anciens immigrés qui s'auto-déclarent comme bons immigrés? Bah en fait, c'est des gens qui sont français et dont l'identité française est très forte et qui considèrent que l'important, c'est l'intégration. Donc d'où le fait que ça puisse plaire au discours du Front National. Après, ça reste que c'est majoritairement des Blancs qui votent Front National, enfin Rassemblement National maintenant. Ça reste quand même un fait, quoi. Mais oui, tu peux avoir du racisme et du mépris de la part de gens qui, pourtant, en ont subi eux-mêmes. Ça, c'est évident. Tout comme t'as de la misogynie chez des femmes, tout comme... Au secours, mon cerveau ne veut plus. Tout comme, voilà, vous avez compris, quoi. Les gens considèrent toujours... Enfin, il y a certaines personnes qui considèrent que... Mais c'est des gens qui, pour le coup, je pense, n'ont pas justement d'engagement associatif, parce qu'on disait que les assos, ça te permettait de rencontrer des gens qui sont différents de toi, et justement, à la fois de rassembler des gens qui se ressemblent, et à la fois de rencontrer aussi de nouvelles personnes, et que du coup, tu te permets de te rendre compte aussi des conditions de vie des gens. Et typiquement, ce truc de bons/mauvais immigrés, de la part de personnes racisées, c'est aussi des gens qui n'ont pas en tête les conditions de vie dans lesquelles vivent les populations qui arrivent aujourd'hui en France, qui sont quand même très particulières, avec un climat quand même de plus en plus fascisant et qui se durcit, un climat très sécuritaire. Du coup, forcément, l'intégration par la langue, etc., elle est beaucoup plus difficile que ce qu'elle a pu être à un autre moment. Donc, bon. Il y a plein de choses qui expliquent ces prises de position, quoi. Mais ça veut pas dire que ça mène à un vote Front National. Hein. Vous avez du racisme au Parti Socialiste, enfin maintenant, feu Parti Socialiste, vous avez du racisme à gauche, quoi. Ça mène pas forcément à un vote Front National, le fait de dire qu'il y en a qui profitent, qu'il y a des bons immigrés et les autres, enfin, ça c'est un truc que vous pouvez retrouver un peu partout, malheureusement. Tout comme des gens qui n'aiment pas Maxwell, et comment ça qui n'aiment pas Maxwell le chat? Maxwell the cat. C'est par méconnaissance hein, qu'on n'aime pas Maxwell the cat.
Il est toutefois difficile de conclure sur les liens que ces actions collectives entretiennent avec l'activité politique légitime et la façon dont elles redéfinissent ou pas les rapports aux politiques des classes populaires. Bon, en gros, tu vois qu'il y a des gens de classe populaire qui s'impliquent dans des associations. De là à dire est-ce que ça change leur rapport à la politique en général, bon, c'est un peu compliqué, quoi. Parce qu'il n'y a pas assez de travaux de recherche qui se penchent là-dessus pour qu'on puisse vraiment faire le calcul. C'est ce qui est dit là. Depuis les années 2000, la recherche sur les rapports entre les associations et le politique fourmille également de travaux extrêmement stimulants, mais dans lesquels la dimension d'appartenance de classe est rarement intégrée à l'analyse. Mais du coup, ils analysent quoi? S'ils analysent pas... S'ils analysent pas la classe sociale pour des travaux sur associations et politique, enfin c'est bizarre. What the fuck? À gauche, il y en a qui défendent l'immigration uniquement comme force de travail pour l'économie du pays. Oui, oui, bah, c'est même la prise de parole par rapport de Ruffin par rapport à la loi de la honte de Darmanin, nommée loi immigration, là, dans les médias. Il avait dit, moi je suis pour l'immigration par le travail, par la langue, l'intégration par la langue et tout ça. Donc en gros, t'es un bon immigré quand tu travailles et que tu parles français, quoi. Bon. Clairement, c'est un discours qui est très présent à gauche dans les partis politiques. Merci Flo pour les 43 mois de soutien. Merci beaucoup. C'est super Mando, t'as débranché le clavier, tu te frottes, on adore. Bah je sais pas ce que c'était ces travaux. Bon en tout cas, là les chercheurs déplorent ça quoi. Ils disent qu'il faut analyser la classe sociale si on veut comprendre qui se politise via les associations, quoi. Et comment est-ce qu'on le fait. D'accord. Donc là, ça nous présente les autres travaux. Il y a des travaux en sciences sociales qui travaillent sur la sociologie de l'action collective, qui permettent d'analyser les effets politiques de l'engagement en termes de carrière individuelle. Donc tu prends l'individu et tu dis, ok, qu'est-ce que ça change à sa vie le fait qu'il participe à une association ? Et donc, justement, on voit que les assos, elles peuvent servir de tremplin pour certaines personnes qui vont après rejoindre des partis politiques. Mais c'est des cas extrêmement rares. Autre truc, là, c'est remis au goût du jour par le politologue américain Robert Putnam. C'est l'idée de renouveler le questionnement du rôle des associations dans le fonctionnement démocratique. Ça, c'est ce qu'on a lu plus la dernière fois. Ce truc de dire, les associations, c'est important pour la démocratie. Qu'est-ce que ça apporte dans le débat public comme manière de créer du lien social, comme manière de participer aussi aux décisions politiques, plutôt que de d'élire des représentants et de les laisser faire, enfin voilà. Donc c'est des travaux de recherche qui étudient la corrélation entre l'engagement associatif et le rapport à l'univers politique institutionnel. Ça s'appuie sur de vastes enquêtes quantitatives qui mettent en évidence des corrélations réelles mais tout de même limitées entre l'appartenance associative et différentes variables telles que l'intérêt pour la politique, la propension à voter, la confiance dans le système politique. Donc en gros, plus tu es dans une association, impliqué dans une association, plus tu as de chances de t'intéresser à la politique, à l'actualité, de voter et d'avoir confiance dans notre système politique. Donc ça apaise les gens, quoi. Ça empêche peut-être notre évolution, hein, on sait pas, hein, ça fait réfléchir. Hein. A l'inverse, les enquêtes ethnographiques, donc ethnographique, c'est pas un agrégat de données par le biais d'enquêtes, vous savez, où en gros les enquêtes quantitatives, tu remplis beaucoup de formulaires et tout ça, les gens essayent de choper un maximum de monde et qui remplissent des formulaires. Les enquêtes ethnographiques, c'est que tu suis les gens, tu peux suivre 1, 2, 3 assos et vraiment les suivre de manière approfondie pour essayer de comprendre ce qui se passe concrètement dans ces assos, qui sont les membres, voilà, tu fais un suivi travail plus qualitatif quoi. Donc les enquêtes ethnographiques s'intéressent aux effets du contexte associatif sur les discussions et les interactions qui s'y déroulent, et ça montre que les associations, loin de constituer des contextes nécessairement propices à la politisation, peuvent au contraire être des lieux d'évitement du politique, par divers processus d'évaporation du politique qui se produisent tantôt dans les discussions en interne, tantôt dans le contact avec les interlocuteurs institutionnels, ou encore avec la sphère médiatique. Ah oui d'accord. En gros, même si les membres des associations se retrouvent à discuter avec des gens, par exemple, quand tu es dans une asso, tu te retrouves à rencontrer des personnes qui ont des postes importants à la région, à la mairie. En fait, tu te retrouves à parler à des décideurs politiques et à devoir faire le lien avec eux, mais tu le fais de manière dépolitisée, pas forcément militante du coup, et sans forcément avoir la grille de lecture politique, parce que tu le fais pour les actions de ton asso, pour continuer à mener à bien les actions de ton asso.
Donc t'évites les sujets politiques parce que ça se trouve tu dois te retrouver à négocier avec des gens qui sont pas de la même couleur que toi, ou en tout cas c'est sujet de tension que de parler de politique quoi. D'autres travaux portent sur le rôle des associations dans le renouvellement de la participation citoyenne et de la constitution d'un espace public démocratique. D'inspiration interactionniste, voilà, c'est les courants, là c'est les courants de recherche. Pragmatistes ou habermasiennes, ces recherches mettent en évidence l'importance des mobilisations associatives dans le processus d'interpellation des pouvoirs publics. Qu'est-ce qu'il y a, Mando? Tu te secoues l'oreille? Désolée, je t'ai fait mal? Ah non, c'est que ton oreille te gratte? Oh, le pauvre. Ah! Du coup, il se secoue la tête, mais pour se secouer la tête, il se plante dans ma cuisse avec ses griffes. Le chat relou. Dans une certaine mesure, certains ont une place dans une asso en tant que salariés et pas en tant que militants. Oui, oui, bien sûr. Puis après, t'as des gens qui sont militants et quand ils deviennent salariés d'une asso, ils peuvent plus l'être comme ils étaient avant, quoi. Parce que leur job est en cause, tout simplement aussi, hein, malheureusement. Donc là, c'est les différents courants de recherche. Les associations seraient un moyen d'interpeller du coup les pouvoirs publics, de publiciser des problèmes sociaux à partir d'expériences vécues par des gens qui sont pas des politiciens et politiciennes de carrière. Mais bon, ça reste que c'est limiter les formes de participation à la chose publique, voilà, à la discussion publique, à faire des actions politiques, voilà, ça reste quand même limité. Du coup, là, de ce qu'on voit, ça a l'air le lien entre association et politisation, c'est pas direct, quoi. Les associations ont pas l'air d'être un lieu qui permet aux gens d'obtenir des compétences politiques, à moins que ça soit des associations d'éducation populaire qui aient vraiment cet objectif-là et dont ça soit le cœur du travail. Sinon, bah, on observe que de manière globale, les associations, ça vient pas non plus transformer ton rapport au monde et à la politique, et voilà, bon. Je t'ai nettoyé l'oreille avec un petit mouchoir, là. C'est bon, ça va maintenant le chat? Tu me laisses tranquille? D'autres recherches analysent l'inscription croissante des associations dans l'action publique et les contraintes politiques que ça fait poser sur leurs membres et leur activité. Donc là, c'est ce qu'on disait, hein. Comme ton projet, il est financé par l'État, tu es contraint, donc tu ne peux pas mal parler de l'État. Tu te retrouves partenaire de l'État plutôt qu'en être potentiellement critique. Donc ça, c'est compliqué. Il y a aussi, du coup, des normes qui sont contraignantes, qui s'imposent sur la délégation des services publics. Oui, tu te retrouves mise en concurrence entre associations. Il y a des contraintes temporelles avec des objectifs chiffrés, une forme de sélection des publics qui sont imposés. Ah oui, des fois, on leur dit telle action, c'est pour tel type de personne. Du coup, tout le monde ne peut pas en profiter. C'est terrible. Donc ça, c'est de la sociologie de l'action publique. Ok. En gros, la plupart de ces recherches ne parlent pas directement des classes populaires. Voilà. Donc là, on est à la moitié de l'article, et vous avez vu ce qu'ont fait les chercheurs, hein. Dire ce que font les autres et ce qu'ils ne font pas. Maintenant, il faut dire ce que vous faites, s'il vous plaît. Sinon, on va passer 1000 ans là-dessus, et c'est pas possible. Hein. Moi, j'ai autre chose à foutre. Hein. Bon, après, c'est normal, hein. C'est un article scientifique, mais... Et voilà, maintenant, je sais plus où j'en suis. Et voilà, bravo maudit, c'était ça de se moquer. Ah oui, donc là, on a fait ça, on est là. Alors, il y a 3 niveaux d'analyse du coup dans cet article. Macro, méso, micro. Bon, en gros, il y a de tout. Il y a sociologie du monde associatif, des mobilisations et de l'action publique. Pour essayer de comprendre au global comment fonctionnent les classes populaires et quel est leur rapport à la politique. Très bien. Ah, mais c'est le dossier en général? J'ai lu l'introduction du dossier. Attendez, on est au 15. Je regarde juste. Putain, c'est l'introduction. C'est pour ça. Ah bah, on pourra lire un autre article un autre jour alors. Je suis en train de lire l'intro, donc c'est normal. Maudit! Maudit! T'avais pas vu écrit introduction en gros? Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 c'est trop grave. Ouais, c'est pour ça. Alors on va lire les parties pris parce que les parties pris nous permettent de comprendre du coup les conclusions auxquelles sont arrivés les chercheurs et chercheuses. Nous adoptons une... Faut que j'aille chercher de l'eau en plus, j'ai plus de gorge. Nous adoptons ici une acception volontairement large des rapports politiques. Donc la définition de politique est extrêmement large
dans le dossier pour essayer de dire c'est quoi le rapport à la politique en général, aux politiques plutôt, aux politiques, pas à la politique justement, pas à la politique politicienne qui passe par les partis avec les représentants élus, mais aux politiques en général. Quel est le rapport aux politiques des classes populaires? Donc, processus de politisation, conscientisation des pratiques, trajectoire d'engagement dans les carrières militantes, formation d'un porte-parole ou d'une élite et les relations à l'État ou aux politiques publiques. C'est vrai que les gens qui vont discuter, qui deviennent porte-parole et qui discutent, qui sont représentants d'assos, c'est pas n'importe qui dans les assos. Hein. Et le fait de créer un lien entre tout ça, avec tout ça, c'est pas ce que font les chercheurs habituellement. En même temps, ils n'ont pas forcément le temps ou l'opportunité de le faire, malheureusement. Donc là, ça nous présente les différents textes. Ah ouais. Ça nous présente les différents textes. Bah, il faut que je lise ça et que j'en choisisse. Là, je suis en train de lire en diagonale. Hein. Ouais. Ok, bah on va en choisir un. Est-ce qu'on en choisit un maintenant? Pa, 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 pa. Pa, pa, pa. Donc là, ça va être via des exemples. Venezuela, par exemple, ici. L'ancrage local comme légitimation de la propriété collective. La coopérative, par exemple. Ah, il n'y en a pas beaucoup des articles. Je pensais qu'il y en avait plus. Je connais pas Moine Picune. Ouais, non, il n'y a pas grand chose là. Ouais, mais l'engagement électoral, c'était pas forcément ce que je recherchais. Ah bah ça peut être pas mal là, le travail de Lionel Arnaud. Une mobilisation culturelle des habitants d'un quartier populaire de Fort-de-France entre autonomisation et politisation. Ça peut être bien ça. Une conscientisation pratique. En mode tu passes par l'action pour conscientiser et avoir un discours politique après derrière. Ça c'est pas mal. Alors je vais aller tout de suite, je vais zapper les notions du coup vu qu'on a fait un peu de contenu théorique ensemble. Et voilà, donc là il se positionne. La méthode, comment est-ce qu'il a fait son travail? Les données rassemblées dans cet article sont issues d'une enquête ethnographique entamée en septembre 2011 dans le cadre d'une délégation CNRS au Centre de recherche des pouvoirs locaux dans la Caraïbe, de l'Université des Antilles et de la Guyane. Donc il a pu résider pendant 1 an en Martinique, condition minimale pour gagner la confiance des enquêtés, et j'ai ensuite prolongé par mes propres moyens. Donc en gros il a été payé 1 an pour être en Martinique. Enfin payé je sais même pas. Si parce que c'est CNRS. Donc il a été payé 1 an pour être en Martinique et le reste du temps il a dû faire ça sur ses fonds propres quoi. L'enclavement symbolique et social des habitants de rive droite Levassor, associé à un fonctionnement de type communautaire, a été le premier défi que j'ai dû surmonter. Bah oui, il faut rentrer dans la communauté. Si le fait d'être blanc et de ne pas avoir vécu en Martinique, en un mot de ne pas avoir souffert le pays, pour reprendre une expression créole, constitue un handicap a priori évident, ce quartier n'en représente pas moins un monde à part pour les Martiniquais eux-mêmes. Ah oui, d'accord. Donc ça veut dire que la plupart des Martiniquais et Martiniquaises ne vont même pas dans ce quartier, c'est une autre bulle à l'intérieur, quoi. Quelle que soit leur couleur de peau. Si je suis parvenue au fil du temps à me fondre dans le décor et à développer des relations amicales avec certains membres du groupe, aidés en cela par le président de l'association et une partie du comité directeur, une certaine suspicion est restée palpable tout au long de mon enquête, en particulier de la part des fondateurs et des membres les plus aguerris de l'association. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Tu viens dans une zone qui a été colonisée et qui aujourd'hui est quand même globalement très pauvre, c'est compliqué quoi. Ainsi, à l'idée de prendre rendez-vous pour un entretien enregistré, c'est parfois heurté à la volonté de ne pas trop en dire, de ne pas créer des problèmes. C'est pourquoi certains extraits de conversations mobilisés dans cet article ont dû être reconstitués à partir de mes notes personnelles. Donc il n'a pas pu tout enregistrer, les gens voulaient pas être enregistrés, il a pu juste prendre des notes quoi. Normal. Et donc il est rentré dans cet assaut en participant aux différentes activités de groupe, du simple coup de main jusqu'à son intégration dans les différentes prestations du groupe à pied, en passant par les répétitions et les réunions du comité directeur. Voilà, très bien. Donc il a pu observer les gestes, les comportements, il a passé du temps avec les gens pendant plus d'1 an. Il y a eu des questionnaires aussi qui ont été faits passer pour les gens qui, j'imagine, pour approfondir aussi avec les gens qui voulaient pas forcément de rendez-vous quoi. Ah non, ça a permis d'amorcer pour les rendez-vous.
Ouais. D'accord. 73 membres de l'association, du coup, qu'il a pu enquêter. Très bien. Alors, vas-y. C'était quoi la mobilisation, maintenant? C'est parti. On va savoir. C'est quoi ma config? J'en sais rien. J'en sais rien. Je crois que j'ai même pas fait de point d'exclamation config. Sur la rive droite du canal Levassor, un quartier qui jouxte le centre-ville de Fort-de-France, la pratique des musiques et des danses telles que le bélé ou le damier ou encore le kalemda, allez ça y est je massacre tous les noms, s'inscrit dans des mécanismes d'intégration à la communauté locale et dans une logique de résistance à l'égard des transformations induites par la loi de départementalisation de 1946. C'est vrai que les lois de regroupement en département, en région, etc., ça a toujours créé des problèmes, hein. C'est vraiment l'enfer. Encore plus dans des régions de France qui ont été colonisées, quoi. Non, mais il n'y a pas de config parce qu'on s'en fout, en fait. Je sais pas pourquoi tu veux ma config. Je suis en train de lire, en plus. Je suis même pas en train de jouer à un jeu vidéo, donc... c'est particulier, quand même. La plupart des gens, ils ont pas besoin de cette info. Une mobilisation encastrée dans le quartier. Alors, attendez, hein, on va voir. C'est ce que montre le parcours, par exemple, de Victor Trèfre. C'est un ancien ouvrier des abattoirs de Fort-de-France, aujourd'hui retraité, qui fut l'initiateur de différents collectifs visant à défendre et promouvoir les danses et les musiques dits... Ah ouais, je fais pas le N-word, puisque Twitch... de N martiniquaise, figure du quartier, présent quasiment quotidiennement aux côtés des membres du groupe avec lesquels il chante et auxquels il continue de prodiguer des conseils. Sa combativité doit être reliée à la volonté farouche de préserver l'environnement dans lequel il a grandi et au sein duquel lui et ses amis ont directement puisé leur inspiration et leurs ressources. Donc là, en plus, c'est un exemple concret avec la question de la danse et musique. C'est cool. Parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont bénévoles dans des assos qui sont soit des assos sportives ou culturelles. Ouais, c'est ça. La 470 pour... la 4070. Mais dégagez 4070. Mais dégagez! Ça y est, j'arrive plus à lire pour faire tourner la page Chrome. Merci Ribo pour le raid. Bienvenue à toutes et à tous. On est en train de se renseigner sur... Enfin, on est en train d'essayer de comprendre une mobilisation d'une asso qui est toujours, j'imagine, à Fort-de-France. Et une asso qui fait des danses et des musiques martiniquaises. Voilà. Bref, on essaie de comprendre comment est-ce que les gens se mobilisent, pourquoi, et comment est-ce que ça peut les politiser, créer un discours politique autour de tout ça. Bienvenue à toutes et à tous. Né en 1941, troisième d'une famille de 10 enfants dont le père et la mère travaillaient comme dockers à la compagnie transatlantique de Fort-de-France, Victor Trèfre a grandi dans un environnement pauvre et marqué par le racisme. Son grand-père paternel faisait partie de ces travailleurs africains recrutés à la fin du 19e siècle dans les plantations antillaises en tant que travailleurs libres et qui faisaient l'objet d'une double discrimination, de la part des blancs créoles et de la part des noirs antillais. Son entrée à l'école a par ailleurs constitué une expérience traumatisante. Habitué à parler en créole, il est souvent pris à partie par ses instituteurs, humilié ou battu lorsqu'il ne parvient pas à s'exprimer correctement en français. De là serait née selon lui la volonté de défendre et de conserver une manière de vivre menacée par les élites assimilées. Les élites assimilées, c'est les personnes qui vont s'assimiler au pouvoir colonial, quoi. Qui vont complètement se déculturer ou se... Je sais pas si on dit acculturer, en mode tu perds ta culture ou déculturer, je sais plus quel est le terme exactement. Mais en gros, tu perds tes traditions et tes cultures qui sont propres à toi, ta famille et tout ça pour être transformé, modelé à l'intérieur de l'institution scolaire notamment pour après être un bon petit soldat de l'État français, quoi. Normalement, c'est acculturation, ouais. Donc, témoignage de Victor quand il avait 71 ans. Le fait que je suis née là-dedans, j'étais toujours là-dedans. Pour moi, c'est ma façon de faire, c'est ma façon de vivre, puisque je suis... j'ai pas été faire ci ou ça. Comme le créole, j'étais toujours là-dedans. J'ai pas été faire autre chose, j'ai fait ça. C'est normal que je sente cette chose-là, c'est à moi, c'est ci, c'est ça. Et lorsque tu vois qu'à un moment donné, que c'est ça qui était dans ta vie et que brusquement tu vois que c'est en train de se terminer, tu ne vois plus les choses que tu voyais auparavant. Ouais, le créole se perd et la culture martiniquaise se perd, quoi. Parce qu'elle implique le rejet de beaucoup d'aspects de la culture martiniquaise telle qu'elle s'était développée au cours des 3 siècles précédents, la départementalisation a marqué une rupture. Je vous ai dit, hein, c'est de la merde, les lois départementales, les changements, tout ça. De façon générale, le passage brutal d'un monde encore réglé par les sociabilités héritées de la société de la plantation à l'univers de la consommation a laissé aux Martiniquais un goût amer.
Et la nostalgie pour une vie ancestrale, pour la vie d'avant, n'a pas tardé à se répandre chez celles et ceux qui voyaient disparaître la plupart des repères sur lesquels ils et elles avaient fondé leur identité. Ouais, c'est ça, tu perds tes repères. Hein. Au-delà toutefois des seuls déconvenus politiques engendrés par la modernisation accélérée imposée depuis Paris et qui alimente alors des mobilisations nationalistes et révolutionnaires, résister à l'assimilation est d'abord apparu pour Victor comme un enjeu de survie personnelle, une sorte de tiraillement dispositionnel comme dirait Bernard Lahire. Donc ça c'est un sociologue. Hein. Entre d'un côté l'ancien monde symbolisé par le créole, les danses et les musiques dites traditionnelles, et de l'autre la modernité proposée par la départementalisation. Donc en gros t'es tiraillé entre les deux. Tu apprends de nouvelles choses, de nouvelles manières d'être parce que tu passes à travers l'école. Donc en fait, on t'apprend la modernisation entre guillemets. Hein, c'est pas forcément plus moderne, mais c'est comme ça que l'État français de Paris le concevait. Cette idée de dire bah voilà, vous allez fonctionner comme ça. La bureaucratie chez vous, ça va être ça. C'est un truc qui t'est imposé, que toi tu vas apprendre à l'école, et en même temps, bah t'es tiraillé parce que ça ressemble pas du tout à ce que tu as connu ou appris par le biais de ta famille, quoi. Donc t'es piégé entre les deux. À son retour de la guerre d'Algérie au début des années 60, Victor Trèfle est embauché comme ouvrier aux abattoirs de Fort-de-France, alors situé de l'autre côté du canal Levassor. Il entreprend immédiatement de remettre au goût du jour la figure du Diable Rouge, un personnage incontournable du carnaval martiniquais. Chaque dimanche gras, dès 11h du matin, vêtu d'une tunique rouge décorée de nombreux petits miroirs et doté d'une longue queue terminée par des grelots, Victor attend les enfants sur le pont de l'abattoir qui relie le quartier à la ville-centre, éveillant la curiosité des enfants et des jeunes à l'égard de ce type de tradition culturelle. Quoi ? C'était quoi cette histoire du Diable Rouge ? Diable Rouge, Martinique. Ah ouais, trop stylé ! Waouh. Ah ouais, c'est des petits miroirs, ok. C'est ce qu'il disait. Ah ouais, stylé. Donc lui, il se mettait à faire ça, mais là, il y a plein de photos, donc c'est devenu... Enfin, c'est pas devenu, ça existait avant lui, mais je veux dire, c'est peut-être revenu de manière un peu plus forte pour le carnaval en Martinique maintenant. Je viens de finir mes 2 gorgées d'eau, là, je pense qu'il va falloir que je prenne une pause à un moment. On finit cette partie et je vais faire ça. C'est surtout pendant les années 70 qu'il initie différents collectifs. Rénovation culturelle en 71, Carnaval Beau Canal en 73, Lava Pitchman, littéralement la voix qui pique en 77, avec l'idée de perpétuer les traditions musicales et chorégraphiques de la Martinique, en particulier le damier, un art de combat particulièrement pratiqué dans le quartier. Trop stylé! Attends, du coup j'ai envie de voir ce que c'est. Un art de combat. Comme la capoeira genre ou pas du tout? Attendez, je regarde. Hein. C'est le moment, hein, franchement. Allez, ça lag. Je m'appelle Justin Sorman. Allez. Je suis responsable de l'association Bel Espoir que nous avons créée il y a une petite dizaine d'années. Et à l'intérieur de Bel Espoir, nous avons monté, Stéphane et moi, deux amoureux du damier, nous avons monté une section qui s'appelle Damier Jambé de l'eau. Le damier, c'est de la lutte traditionnelle, mais spécifiquement martiniquaise. Le damier, c'est une forme de lutte donc, qui combine différentes techniques de pied-point, de projection, et de lutte au sol. Mais tout ça se pratique en cadence, au rythme des percussions, au rythme du tambour, percussions, tibois et des chants. Je suis Désert Léon et je suis professeur de damier depuis 28 ans. Je suis de passage pour faire initiation au damier avec damier Jambier de l'eau. Un combat de damier se déroule avec deux combattants. Le premier combattant entre, le premier major entre, le deuxième major rentre après. Mais avant d'entrer, ils vont prendre la force spirituelle à travers du tambour, à travers de la ronde damier, à travers du public et à travers des cieux aussi. Et à partir de ce moment-là, l'autre adversaire rentre. Soit il rentre dans le même système, c'est-à-dire dans la même la ronde,
soit il fait une autre ronde. Il fait un autre rythme après, En découpant la ronde. Donc à ce moment-là, les deux majors se mettent en face. Les deux majors ont été prendre la force devant le tambour et les deux majors se mettent en face pour faire le combat. Pour pratiquer du damier, c'est facile. Il suffit de chercher le contact, de rentrer en contact avec nous, à Damier Jean de l'eau. Ouais, c'est facile, ouais. Ouais. On a vu le sens du rythme qu'il faut, ouais. C'est facile. Ça a l'air méga dur. Hein. Bonne journée, Cosmix. Merci beaucoup d'être passé. Je fais ça tous les mercredis, si jamais. 17h30. Là, on est en retard aujourd'hui. Ok. Un art de combat particulièrement pratiqué dans le quartier. Aidé par les jeunes adolescents de rive droite, notamment les frères Éric et Nico Grenier, Victor Trèfre bénéficie par ailleurs de l'action municipale du député-maire Aimé Césaire qui engage une politique sociale d'envergure en faveur des quartiers populaires. Confronté aux limites de la départementalisation, à laquelle il avait misé pour sortir du périmètre colonial et faire sortir les habitants des vieilles colonies d'une citoyenneté formelle acquise depuis l'abolition de l'esclavage en 1948 à une citoyenneté réelle, la politique engagée par Aimé Césaire participe d'une identité culturelle assumée, qui est aussi son projet poétique dès le Cahier d'un retour au pays natal publié en 1939. Ouais, d'accord. L'idée de devenir un département du coup français, c'était d'obtenir une forme de citoyenneté qui soit plus reconnue aussi pour les colonies, quoi. Je comprends, mais j'ai l'impression que ça a refermé un piège aussi, quoi. Dans tous les cas, tu ressors jamais gagnant de rien avec les colons. Hein. C'est terrible. Ces piliers, donc on parle d'Aimé Césaire, hein. Ces piliers sont l'accès à l'éducation pour tous, l'affirmation d'une culture spécifique, la transmission de la mémoire des peuples issus de l'esclavage. Sur la rive droite du canal de Vassor, les mobilisations en faveur des danses et des musiques traditionnelles apparaissent ainsi comme particulièrement encastrées, tant matériellement qu'économiquement et politiquement, dans la vie sociale de leur quartier. Donc c'est pour ça qu'ils vont être aidés au début, d'accord. Très bien. Alors ça si je commence à vous parler de ça, on va se perdre. On va faire ça, hop, parce que là il fait une citation d'un autre chercheur encore. Un marxiste qui analyse la commune, c'est encore autre chose. Au début de l'abolition de l'esclavage en 1848, la possession de la terre était pour la population locale une démonstration essentielle de sa liberté. Normal, tu possèdes ta terre, ça veut dire que tu es libre. Et c'est ainsi que les premiers habitants du quartier ont pris possession des terres situées sur la rive droite du canal, encore relativement inhabitées. Après la Deuxième Guerre mondiale, la crise de l'industrie sucrière accélère encore l'exode rural vers Fort-de-France. Donc les gens partent en ville, quoi. Normal, malheureusement. Habitée par 60 000 personnes en 1954, la ville compte 15 ans plus tard près de 100 000 habitants, soit une augmentation de 60%. L'accueil de 2600 individus par an en moyenne sur un espace non conçu pour une telle croissance a renforcé l'urbanisation sauvage par la squattérisation de terrains accessibles, favorisant l'émergence de quasi-bidonvilles aux portes de la ville-centre. Ouais, en fait, il y avait pas du tout... c'était pas du tout prévu pour que l'expansion de la ville soit si rapide. Du coup, ça crée des bidonvilles, quoi. Horrible. L'absence d'équipement ou même d'espace adapté oblige alors les habitants à organiser leurs pratiques culturelles en plein air ou même précisément dans la rue. Comme le souligne Robert Park, la proximité et le voisinage font partie des bases de formes de vie la plus simple d'élémentaires d'associations auxquelles nous avons affaire dans l'organisation de la vie urbaine. C'est vrai que, bon, quand tu vis en ville... Là, nous, on imagine que les gens sont des anonymes les uns pour les autres, mais dans certains coins, c'est pas le cas. Les gens, il y a des formes de solidarité de quartier, quoi. Et donc, t'as des lieux dans lesquels tu te retrouves pour faire des choses en plein air. Moi, ça peut être... Moi, dans mon quartier, c'était les endroits où il y avait terrain de basket, quoi. Salut Marc Twang. C'est d'autant plus vrai que les maisons sont ici construites très près les unes des autres et que l'accès à l'une d'entre elles peut obliger les occupants à longer une autre. Dès lors, si les jeunes de rive droite passent beaucoup de temps hors de leur maison, ils sont rarement livrés à eux-mêmes, les parents étant toujours à proximité de leurs initiatives, ce qui contribue à structurer leur action collective en même temps que les conditions de créativité culturelle. Ils sont exposés aux regards et aux commentaires du voisinage, c'est ça. En fait, ils sont constamment surveillés par les voisins, donc ça limite aussi leur pratique. La solidarité de Twitch. Merci beaucoup, monsieur Gudule, pour les 34 mois de soutien. C'est très gentil, merci pour le soutien. Merci beaucoup.
Papa, papa. Papa, papa, papa. Si cette solidarité est entre marginalisés, le gouvernement crie au communautarisme. Ah oui, exactement. C'est exactement ça. Je viens de regarder un documentaire push. Chasser des grandes villes. Un doc d'Arte vachement bien sur la manière dont les classes populaires et moyennes sont repoussées à l'écart des grandes villes. Ah oui, par le phénomène de gentrification et tout. Je l'ai pas vu celui-là. Chasser des grandes villes. Ok. Ouais, ouais. Oui, le communautarisme, le fameux, hein, bien sûr. Bah encore plus avec, avec des gens qui... Enfin, tu vois, là, si on parle de la Martinique, encore plus avec des gens qui sont capables de s'organiser, de lutter et de résister aussi face aux décisions qui sont prises par Paris, quoi. On l'avait vu, il y avait des collectifs de résistance, quand même. Donc bon. Cette mobilisation par la pratique se double d'un apprentissage implicite, fondé sur la reproduction mimétique des sons et des gestes entendus et observés pendant des heures. Ah oui, parce qu'en gros, ils voient les gens... J'ai déjà oublié le nom. Damier. C'est bon, je l'ai en haut, là. Le damier. Tata, tata. Et voilà, maintenant, je sais plus où j'en suis. Bravo, petit. Bravo, petit. Là. Donc ils voient pendant des heures des gens faire cette lutte et faire des activités ensemble, quoi. Du coup, ils reproduisent ça aussi. L'univers des habitants de quartier, essentiellement composé d'ouvriers, d'employés et de quelques artisans et de jobbers, donc les journaliers, n'est que très rarement pénétré par des pratiques de lecture et d'écriture. Dans les collectifs culturels comme dans la sphère du travail, la plupart de nos enquêtés ont appris sur le tas, sans aucune explication préalable. C'est particulièrement vrai du damier, dont la pratique reste alors clandestine et secrète. En raison de sa violence et de sa mauvaise réputation, les parents interdisaient aux enfants d'assister au combat. Et donc, c'était en s'immisçant dans des fêtes patronales du quartier que certains jeunes du quartier y ont pris goût. Aiguisant leur capacité d'observation, ils ont finalement grandi au contact de cette pratique, au point d'y développer un goût particulier. Joël Thaumaturge, qui a 56 ans et qui est manutentionnaire, dit « Nous, on aimait ça pendant les fêtes patronales, on essayait de se faufiler. Puis après, on remettait entre nous sur le tapis. On faisait des gestes, mais pas pour se faire mal. Victor connaissait déjà, c'est lui qui nous disait « Non, ça c'est pas bon, il faut faire semblant de donner un coup. » Mais sinon, on était déjà à fond là-dedans. Ça montre que la gentrification n'est qu'un épiphénomène par rapport à d'autres. Oui, de manière générale, on a toujours chassé les pauvres. Hein. Oui. Il en résulte une approche de ces chants, de ces musiques et de ces danses qui ne passe pas par une quelconque inculcation scripturale, pédagogique, voire morale ou idéologique, mais qui s'accomplit de façon fortuite en imitant les autres et en participant aux activités. Ouais, c'est une culture orale, quoi. C'est une culture orale et tu le fais en reproduisant ce que font les autres et après tu t'appropries le truc, tu le diffuses et voilà. Les compétences musicales et chorégraphiques des jeunes du quartier ont ainsi été principalement acquises par le geste, la pratique, la mimésis des échanges, des conseils oraux, sans passage par l'écrit. La référence est ici produite non pas par pensée théorique, mais à l'aide des sens, esthétiquement. L'apprentissage mobilise la sensibilité et la singularité de chacun dans la transmission des savoir-faire, tandis que l'individu est amené à acquérir un bagage technique en s'appuyant sur une prise de conscience sensitive des gestes appris. En fait, tu apprends des choses, mais tu les apprends par ton corps. Tu les apprends en observant les autres et en essayant de le reproduire. Du coup, c'est une forme d'apprentissage des savoir-faire qui est différente. Mais après, c'est un véritable bagage technique. En même temps, vous avez vu les gestes, tu peux pas faire ça n'importe comment, sinon tu te blesses, quoi. De façon générale, la précarité foncière, qui se dédouble d'une précarité sociale et économique, a livré les habitants de Rive Droite à la débrouillardise, où il s'agit sans cesse d'inventer, de combiner, de traficoter pour survivre et de maintenir sa place dans la communauté. Et du coup, ils ont un dicton créole qui dit « se débrouiller n'est pas péché ». Donc effectivement, c'est du bricolage et de la débrouillardise, quoi. C'est une démarche qui prend parfois des formes conviviales et solidaires, notamment dans le cadre du coup de mène, qui consiste à prêter, à échanger sa force de travail de manière tournante pour mettre en valeur la petite exploitation agricole, construire sa maison ou faire la pêche. Oh, c'est incroyable. L'effort physique demandé aux participants est alors soutenu par l'échange de blagues, de chants et par la présence du tambour. Le coup de mène est ainsi une manifestation de la solidarité sociale entre les familles concernées, mais aussi un lieu de transmission d'une certaine forme d'expression culturelle conservée dans la tradition orale.
putain, tu travailles, tu fais des échanges de bons procédés, tu travailles et tout. Il y a des gens qui chantent pour toi pendant que tu travailles. Là, trop stylé. Trop stylé. À quand la reprise du training Splatoon avec la reine Ratus? Bah, j'ai jamais commencé le chat. Donc, il va falloir commencer tout court, surtout. Mais je sais pas, j'ai pas envie de me mettre dans Splatoon. J'ai peur d'être une énorme rageuse en ce moment. Donc, c'est terrible. Je vais mute. Je peux mute. Ouais, je vais mute la conversation Lethal Company parce que du coup, ça discute. Et ça me perturbe pendant mon live. Tu veux qu'on chante pour toi pendant que tu lis? Non, ça va aller. Mais en vrai, je trouve ça stylé. Puis finalement, c'est les solidarités dont je cherchais des textes qui parlaient de tout ça. Du coup, la solidarité urbaine ou entre quartiers et tout. Et finalement, on tombe dessus là. Par hasard. C'est dans cet esprit que les jeunes du quartier ont entrepris de maintenir les traditions culturelles et sociales du quartier ou de le faire savoir en puisant dans leur environnement familier, celui dans lequel ils ont grandi. Au début des années 70, ils sont une vingtaine à s'immiscer dans le carnaval de Fort-de-France avec des tambours et des percussions glanées ici ou là. Au fil des rencontres, ils s'emploient à élaborer et à stabiliser le son caractéristique de ce qui deviendra le groupe Tambo Canal, le Kalenbois, soit la contraction de Kalemda, l'une des plus anciennes danses martiniquaises d'origine africaine, et le choualbois, la musique des orchestres de manège à bois, ah oui, les chevaux en bois, sur lesquels ils s'amusaient lors des fêtes patronales. Ah, stylé. Coup de main, ouais, j'avais compris. Mais pour pouvoir jouer cette musique dans la rue, il était nécessaire de décomposer les différentes rythmiques avec autant d'instruments inventés pour les besoins de la déambulation. Ouais, en plus, c'est des instruments particuliers pour faire un carnaval, quoi. Il faut que tu puisses marcher avec. Les innovations organologiques sont alors introduites sur la base d'éléments traditionnellement disjoints. J'ai rien compris à cette phrase. Je pense que ça veut dire qu'il est temps d'aller pisser. Avant de reprendre la suite de la lecture. Là, c'est trop, là. Je vais remplir ma gourde, je suis en train de me dessécher en plus. Lire sans s'hydrater, c'est pas possible. Je reviens dans 2 minutes, le chat, pour la suite. À tout de suite, à tout de suite. L'apprentissage par la pratique. À tout de suite. Oula, c'est quoi ça? C'est moi? Il y a écrit au sol. Je suis pas une au sol. Abusé. Mais c'est quoi cette photo de moi? Oh, oui. Je te lâcherai plus jamais. Je te lâcherai plus jamais, maudit. Je te lâcherai plus jamais. Quelle belle histoire. Oh. Bravo. Alors qu'on est dans l'ensemble. Ah, regarde, on se reparle la main. Ah oui. Oui. Rendez-vous après les fêtes de fin d'année. Oui. Oh là là. Attends, est-ce qu'on peut faire coucou pour dire au revoir? Comme ça. Au revoir. Au revoir les gens. Je suis un peu amoureux de Maudit chez qui je vous envoie et je ne suis pas seul. Tous les gens qui connaissent Maudit sont un peu amoureux d'elle, donc mais moi plus. Moi je pense que je suis un fan énorme, donc je vous envoie. Mardi c'est Maudit, c'est parti pour le raid. Oh oui, je veux faire de l'argent. Mais dégagez. L'énorme tour, je m'en ai plein les coups. Société de merde. The doctor went mad and stabbed him with a strange knife. And Le all bruit. because of this island near C'est ça, helps les me bruits. find you a cure. It'll have been worth Je it. suis désolée, enfin, c'est clairement un bruit de prout. J'arrivais pas à refaire le bruit de poignard, mais c'est clairement. Libérez nos camarades. Oula! Ils veulent me planter les camarades en fait. Le roi Aland partit pour affaire, mais revint en compagnie d'horribles démons. Ah! Bientôt, la contrée fut dévastée par des fous sans âme. Non, on appelle ça des fascistes. J'en ai encore la nausée quand j'y songe. Ah, je sais, moi aussi ça me fait gerber. Bon bah voilà, le roi Alan, on sait qui c'est Emmanuel Macron. Et là on a le Val fangeux qui mène à un vaste marécage où se déverse tout ce qui est impropre. Putréfaction, vermine et peste si amoncelle. Non, je n'irai pas. Au revoir. Au revoir. Vous allez vous foutre de ma gueule. Mais c'est révolutionnaire, je vous jure. Donc ça a pas de bras. Je me sens déjà ridicule en le mettant. Attendez, vous êtes pas prêts? C'est un gilet mais avec moins de tissu. Attendez. Regardez. Quand nous on est convoqués par la police, nous vous voyez par exemple on n'a pas d'immunité ouvrière, désolé, on y va. Attendez. Vous êtes pas prêts? C'est un poncho taille 4 ans, exactement. Raccoon qui bouffe une glace et tout, Marvel.
Ah, ils sont trop sympas, leurs skates. Il va glisser sur l'eau, là? Oh non, j'y crois pas, il a glissé sur l'eau. Et après, il s'est brisé la nuque sur le pot de fleurs. C'est horrible. Horrible. Oh, 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 je pensais pas que ça allait faire ça. Oh, vite, cours. Ah, il me donne des coups de pied, le salaud. Oh non, coup dur. Oh, oh la violence. Oh la violence. Allez, au revoir Karen. T'avais qu'à pas être raciste, hein. Bisous. Regardez-la. Je m'envole. Bisous, je m'envole. Elle est rentrée dans la chaise. Oh, mon skate. Oh, il y a mon skate. C'est littéralement un mug de café dans la gueule. Allez. Ciao Karen. L'animation quand elle tombe, c'est incroyable. En plus là, elle se mange la tête contre le comptoir. Oh la position quoi. C'est horrible. Ah oui d'accord, le mec c'est un sucre en fait. Il vient de tomber dans l'eau, il est instantanément mort. À 100% c'était un alien qui venait pour nous tuer de toute façon, donc on s'en débarrasse. Oh, mais comme c'est beau. C'est magnifique. Ah, oh il m'a brûlé le cul. On admirait le paysage monsieur. Donc là il faut que j'aille l'achever. Oh ça sent le mauvais plan ça. Oh, il est beau. Attendez excusez-moi monsieur, mais là à l'agonie vous êtes magnifique. C'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours la souffrance. Et je trouve que souvent c'est mal capturé. Donc moi je prends vraiment des gens en souffrance pour les photographier. Voilà, ça fait partie de mon art quoi, vous voyez. It was at this moment. J'ai rien pu faire. Il m'a défoncé. Un homme qui a perdu toute bienséance. Ouais. On le surnomme Pat la hyène. Et c'est le rat qui m'a tendu ce piège. Ok. C'est le genre d'individu qui trahirait sa propre mère. Ah, un streamer. Si jamais vous le croisez, vous nous rendriez un grand service en l'envoyant à Patresse. Non mais ça je vois très bien. Ça je connais. Je pense qu'on peut le gérer. Isoké. Ah mais quoi 1000 balles. L'herbe. Ah mais elle la vend cher sa roquette elle. Elle est bio, équitable et locale, c'est ça? Ah bah super. Elle se prend pour qui elle? À vouloir m'arnaquer comme ça. Vous voyez le pull noué sur les épaules des bourgeois. Ok? Qui vous permet d'avoir un peu chaud ici. En haut. Et ben là c'est la même chose. Mais en version comme ça là. Vous voyez? Donc je me dis pour m'infiltrer chez les bourgeois, on a peut-être un truc comme ça. Donc attendez. Tu vas pouvoir aller sur l'île de Ré avec... Je suis de retour. De retour. Bon. J'ai lu en diagonale la partie... Du coup là on a lu le contexte dans lequel étaient créés les assos. En mode départementalisation. Donc la situation est devenue beaucoup plus compliquée. Avec une place très forte de l'État français, donc essayer de revaloriser les cultures locales, etc. Donc là, ils créent les assos, notamment avec pas mal d'enjeux autour de la musique. Enfin non, l'enjeu principal, là, en tout cas, des assos que nous, on est en train de regarder, c'était musique et danse et lutte. Mais on a vu, du coup, qu'il y avait des enjeux de recréer des instruments, bricoler, etc. Bref, ça marche. C'est un carton. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Mais je vais mourir avant la fin de ce stream, c'est horrible. Au secours, ma gorge. Du coup, ça marche. Les participations, notamment au carnaval, ça fonctionne, etc. Le problème, c'est que les pouvoirs politiques essayent de les récupérer, ces assos. Voilà, donc on va voir maintenant ce que font les membres de ces assos face à ces tentatives de récupération. Et on parle des gens qui ont monté les assos qui sont de classe populaire, qui sont pas surdiplômés du tout, quoi. Les pauvres étant les moins susceptibles de choisir leur lieu de vie, leur lieu de travail, ni lieu de leur logement, avec la difficulté de l'accès à la propriété, c'est eux qu'on balade le plus. Bah ouais, oui, oui. Je vais décéder, on va essayer d'avancer sans que je décède de tout.
Émergeant dans l'espace public, mobilisant la tradition dans un contexte de quête identitaire, la démarche de TBK, donc l'association, hein, ne pouvait rester à l'écart du réveil nationaliste des années 70. Donc dans les années 70, en Martinique, il y a une résistance nationaliste qui se met en place face à l'État français. Hein. Tant elle apparaît comme un acte de résistance à l'assimilation. Mais si la musique, les danses, le carnaval ont été réinvestis par les habitants de Beau-Canal comme des moments d'expression collective, des pratiques cognitives, selon le mot des chercheurs dont on s'en fout, pardon. Donc Ron Eyerman et Andrew Jamison, pardon, on s'en fout pas, excusez-moi. Donc ces pratiques-là, ces pratiques cognitives sont susceptibles de renfermer à la fois une philosophie et un ensemble de principes d'action. Donc en gros, les gens, si ils participent au carnaval et que ils utilisent des instruments, ils se réinvestissent dans la culture martiniquaise, c'est parce que potentiellement ils y croient et en plus ça va modifier leur vision de la Martinique. Potentiellement, ça va revaloriser leur culture martiniquaise, quoi. Ces derniers n'entendent pas pour autant les confondre avec une démarche politique. C'est pas pour autant, ça veut pas dire forcément que c'est une démarche politique de résistance face à l'État français. C'est encore autre chose, ça. À ce titre, ce qui fonde l'action conscientisatrice de TBK réside d'abord et principalement dans la volonté de conserver, voire de défendre, une certaine manière de vivre, différente des élites assimilées et qui s'accorde le mieux à leurs conditions d'existence, à leurs expériences et à leur point de vue sur le monde. Donc en fait, c'est une culture particulière qui est défendue, quoi. Lorsque je demandais aux membres de l'association de m'expliquer les raisons qui les ont conduits à la rejoindre, et non d'autres groupes qui se sont créés pendant la trentaine d'années, la réponse invariablement était le son particulier de TBK, à l'image de René, alors trésorier adjoint de l'association. René Arnett, 59 ans, docker retraité, dit « Moi je viens pour le son. Bien entendu, je peux défendre mes origines antillaises, mais pas forcément le drapeau de l'indépendance. Ce côté rythme et musique et culturel, ça m'a apporté beaucoup. » Oui, ça je comprends. De vouloir défendre tes origines sans forcément que ça passe par un engagement dans un parti, dans la résistance nationale, ça je comprends. C'est quand même pas pareil l'engagement politique, quoi. La très grande majorité des individus qui rejoignent l'association ne disposent pas d'expérience militante. Ouais, c'est ça. En plus, c'est leur première... Enfin, voilà, il n'y a pas d'expérience auparavant, du coup, ils découvrent aussi tout ça, quoi. Voire, ils n'ont même pas de compétences artistiques au préalable. Ils le font pour rejoindre des parents, des amis et participer au carnaval. Selon le résultat de notre questionnaire réalisé entre 2011 et 2012, 86% des membres du groupe entretenaient un lien de parenté. Fille ou fils, neveu ou nièce, cousin, cousine, petit-fils, petite-fille. Tandis que les moins de 25 ans avaient quasiment tous un père, une mère, un frère, une sœur, un oncle, une tante, membre ou ancien membre du groupe. De façon générale, et comme le souligne le tableau ci-après, c'est l'environnement familial et amical qui concourt à orienter les jeunes vers l'assaut, tandis que l'interconnaissance facilite et rend attractif l'apprentissage du tambour, de la danse bélée ou du damier. Logique, hein. Comment ça, ta carte est bloquée? Qu'est-ce qui s'est passé? Bonne année, Dracono, y a pas de problème. Salut, l'offriandise. Il y a aussi la logique de proximité locale. Pour Monique Daniel, qui participe au collectif depuis son adolescence, c'est la fréquentation régulière du collectif qui lui a permis de prendre confiance en elle, mais aussi d'affirmer et de défendre des valeurs et des principes. T'as le sentiment d'avoir appris des choses depuis l'âge de 17 ans? Ah oui, oui, à être moi-même, hein, être moi-même, à ne pas tout le temps, je dis ça à mes filles, hein, tu ne me verras jamais parler à quelqu'un et regarder par terre, jamais. Ah, t'apprends la fierté aussi. Parce que pour moi, c'est une forme de faiblesse. Et mes filles sont toujours comme ça. Elles te parlent, mais elles sont comme ça. Elles baissent la tête. Je dis non. Je dis, même si tu dis faux, il faut. Ça m'a appris. Alors j'étais très timide, très timide. J'ai commencé à fonctionner avec Tambo Beau-Canal, à commencer à comprendre des choses. Parce qu'on parlait. Tambo Beau-Canal fait ci, Tambo Beau-Canal fait ça. C'est nous qui... Alors nous avons démarré le truc. Et je grossissais, elle met sa tête entre les mains. J'avais le jabot, la tête qui montait comme ça parce que Tambo Beau-Canal... J'avais commencé à pouvoir affronter le regard de l'autre, à pouvoir avoir une discussion avec l'autre, à savoir de quoi je parle. Tout ça grâce à Tambo Beau-Canal. À savoir de quoi tu parles, c'est-à-dire à pouvoir tenir une conversation, par exemple. Comment t'expliquer ça? À ne pas faire marche arrière. C'est-à-dire, je pense que s'il n'y avait pas ça, j'aurais jamais parlé politique, j'aurais jamais émis des idées, j'aurais jamais pu
comment dirais-je, dire que je suis Bocanal. Grâce à l'association, j'ai commencé à engager un combat. Je me suis dit, il faut que je le fasse, que je serve quelque chose. Et partout où je vais, j'irai parler de mon quartier, de mon pays, parce qu'on a milité pour ci, on travaille pour ça. Jouer dans la rue avec tout le monde, ça donne de la force, les gens te respectent. Donc partout où je vais, je dis que j'habite à Bocanal. Non mais il faut garder l'argent pour manger la Dragono, c'est chaud. Courage. Ouais, du coup Monique Daniel qui a 49 ans, qui est artisan plombier. Et qui disait que voilà, le fait de participer à des activités collectives dans la rue avec l'asso, ça lui a donné confiance en lui et ça lui a permis de se dire ok, les gens te respectent parce que tu fais ça devant tout le monde. Et du coup, je vais essayer de faire respecter pour mes idées politiques quoi. Merci Friandise pour les 32 mois de soutien. J'ai pas écrit au bon endroit. Bonne année Friandise, merci pour les 32 mois. Et merci Mérigi pour les 17 mois. Merci beaucoup. Soyez maudits. En participant au collectif La Voix Pitch One, puis à TBK, Monique a acquis un rôle social, a pris confiance en elle, voire valorisé des compétences pratiques. En particulier cette capacité nouvelle à prendre la parole en public, indissociable d'un sentiment de légitimité naissant. Mais c'est ici moins l'activité associative en tant que telle, ses réunions, ses procédures démocratiques, que la pratique de la danse et de la musique. Ouais, c'est ça, c'est vraiment pas l'organisation associative qui a fait qu'elle a acquis ses compétences, c'est vraiment la danse et la musique et d'avoir confiance en elle et en son corps, quoi. C'est plutôt l'apprentissage collectif de ces activités suscites qui ont contribué à éveiller ses compétences militantes. Ça, c'est intéressant que ça passe par le corps, je trouve. Ah mince, j'ai oublié d'activer le point d'exclamation lecture. Il est prêt, j'ai oublié de l'activer. Je le fais tout de suite. Mais là, du coup, on lit pas le même texte. Bref, c'est dans le même... c'est dans le même dossier thématique. Si vous tapez, vous tomberez dessus quand même. Là, on est en train de lire sur la Martinique spécifiquement. Je suis en train de mourir, hein. Matou, elle est de plus en plus énervée, là. C'est terrible. C'est en effet à travers la répétition des gestes, mais aussi les remarques et les conseils des uns et des autres pour les améliorer, les corrections, les discussions entre les pairs qui conduisent à des changements de posture ou de style, voire à l'invention de nouveaux pas, que Monique a pris confiance en elle et qu'elle a développé une sorte de réflexivité sur son environnement. Je trouve qu'on méprise trop comment est-ce que le corps et l'usage de ton corps, ça t'apprend des choses et ça te développe des compétences. Je trouve ça trop intéressant là, le fait que déjà ils se transmettent tout ça de manière orale et t'es obligé de passer du temps. Tu peux pas lire un truc sur internet pour savoir quoi. T'es obligé de passer du temps avec les gens, les observer pour apprendre tout ça. Il y a un truc très collectif et en plus de ça, c'est toi ton corps qui doit le faire. Et du coup, je trouve ça trop intéressant ce que ça provoque. Et le fait que ça donne confiance en toi et tout, c'est trop intéressant. Grippé, bah j'ai eu le Covid il y a plus d'un mois et j'ai des problèmes depuis. Voilà ce que dit Monique encore. C'est-à-dire que le truc se faisait comme ça. On apprenait l'un l'autre d'ailleurs, hein, quand on regarde bien. C'est-à-dire que Nico donnait peut-être un sujet, il arrivait peut-être avec un thème, une danse, un chant, et puis on naviguait dessus. Et puis ça nous conduisait à nous intéresser, à faire des recherches sur notre culture, à demander aux anciens. Je sais pas comment expliquer ça. On s'entraînait à bien faire le truc, mais il n'y avait pas un professeur qui disait c'est bon, c'est pas bon. C'est-à-dire que tout le monde mettait son grain de sel. Nico amenait son idée de sketch, Victor amenait le sien, on corrigeait. Celui-là mettait son grain de sel, et puis ça partait comme ça, quoi. Donc il y a vraiment des itérations collectives pour apprendre et pour tester des choses. Avec pas un regard surplombant du professeur sur les élèves, quoi. Il y a vraiment un fonctionnement démocratique dans l'apprentissage, même si tu demandes des conseils aux anciens. La pratique de la danse et de la musique et tout ce qu'elle recouvre en termes d'élaboration, de discussion et de mise en scène de soi a permis à Monique de développer un rapport critique au monde qui l'entoure et des rapports qu'elle entretient avec lui. C'est trop intéressant. C'est fascinant. C'est fascinant. Et c'est comme ça qu'elle s'est engagée en politique après. De façon générale, en encourageant les individus à mobiliser leurs compétences sensibles pour tenter de rendre compte des situations vécues, les échanges verbaux qui entourent la pratique de la danse et de la musique ont permis aux membres de l'association de créer des structures sociales objectivables, tandis que leur corps somatisait les valeurs et les principes formés par le collectif. Autant de mises en situation pratiques qui contribuent à troubler, si ce n'est pas à dépasser la distinction fonctionnelle entre rapport symbolique au monde et rapport pratique au monde.
Mais quand on voit que certaines langues parlées, l'État français, il en veut pas, tu vois, il veut pas qu'on continue à parler certaines langues qui sont pas considérées comme légitimes. Faut parler le français appris à l'école, mais typiquement le créole, c'est pas considéré comme légitime. Et ça, tu sais que juste de faire vivre ta culture, c'est de résister, quoi. C'est un acte de résistance. Donc par la danse ou par le chant, ça m'étonne pas non plus. Papa. Pardon, je me fais aspirer par la musique. Ouais, j'ai pas eu de chance avec le Covid là. Je vais voir la médecin lundi après, donc je lui en parlerai. Parce que là, ça fait quand même beaucoup de live lecture où je douille parce que ma voix, quoi. Puis je m'étouffe. Enfin, vraiment, j'ai une toux qui est de plus en plus bizarre. Je vous ai pas toussé dessus, j'essaye de mute un maximum, mais quand je pousse vraiment, elle est trop bizarre la toux. Oui, c'est la musique de Yoshi. Un groupe politisé mais pas politique. Donc ils sont politisés, ils ont une conscience et des compétences politiques, mais ils ne font pas de la politique électorale et traditionnelle. Ça fait un mois que je traîne une touche chelou depuis mon dernier Covid. Bah écoute, je vous tiendrai au courant de ce que me dit la médecin, mais ça me fait très peur. Hein. Parce que mon nez est pris aussi malgré les nettoyages que je fais. Et vraiment ça m'abîme. Hein. J'arrive pas à m'en débarrasser et ça me fait mal. Hein. Notamment la nuit, des fois je peux pas dormir quoi. Ça fait 2 mois, arrêtez. Mais moi ça fait plus d'1 mois, hein. C'était le 2 décembre que j'ai chopé le Covid. Quoi ? Aujourd'hui on m'a envoyé une mission pour soutenir un gars malade en déplacement qui voulait pas se mettre en arrêt maladie. Du coup il lui fallait un intérimaire pour aider. Oh là là. N'importe quoi. Mais ça a pas de sens. Merci Mindaer pour le sub offert à Dragono. Merci pour la solidarité, c'est très gentil. Merci Mindaer. Ah ouais. Bah ouais, mais les arrêts maladie, des fois t'es dans la merde parce que t'as pas de... Enfin, pour ton salaire, si t'as les jours de carence et tout ça, enfin, c'est la merde quoi. Les gens ils veulent de moins en moins se mettre en arrêt maladie quoi. C'est horrible. Donc, un groupe politisé mais pas politique. Pour la génération des fondateurs de TBK, la violente répression de la grève générale des ouvriers agricoles de la banane, le 14 février 1974, sur le plateau de Chavalet, dans le nord-ouest de l'île, a constitué un moment déterminant de leur engagement politique. Ouais, bon, tu vois la répression, tu vois qu'il y a de la casse dans la grève, voilà, forcément... En vrai, en déplacement, tu gagnes pas trop mal ta vie. Bah ouais, c'est bizarre. Ouais, j'espère que tu l'auras pas de Tipsrock parce que c'est dépendamment des formes que tu as, c'est vénère. Et moi, j'étais vaccinée pourtant. Mais je pense que j'aurais eu plus énervé sinon, quoi. Heureusement que j'étais vaccinée parce que du coup, je l'ai pas transmis à d'autres personnes. Le temps que je capte que j'étais malade. Parce qu'évidemment, il y a eu 2 jours où j'avais aucun symptôme, donc je pouvais pas deviner, quoi. 2 jours pendant lesquels je l'ai transmis à personne, heureusement. C'est au lendemain de ce drame, donc de la répression en 74, qui fit 1 mort et plusieurs blessés parmi les manifestants, que Nico Gernet a commencé à s'engager au sein de l'Union des comités lycéens, un collectif anticolonialiste. Il est alors l'un des rares habitants du quartier à fréquenter le lycée Sicher, je sais pas, parce que c'est SCH, je sais pas comment on prononce, qui surplombe Beaucanal et qui lui permet de rentrer en contact avec d'autres milieux sociaux. Berceau des intellectuels martiniquais, Césaire, Fanon, Glissant, le lycée est alors un véritable foyer d'agitation contestataire. De nombreux lycéens y découvrent les idées marxistes et débattent de la situation aux Antilles. Nico y fait figure de passeur. Tandis qu'il sensibilise les autres lycéens au tambour, il s'initie et diffuse en retour certaines idéologies contestataires auprès des jeunes de son quartier. Ah, c'est hyper intéressant, il amène la culture de son quartier et ce qu'ils font dans son quartier au lycée, et au lycée il apprend des idéologies contestataires anticoloniales qu'il va diffuser après à son quartier. C'est ainsi que le rouge et le vert se sont imposés sur les costumes, les tambours, les banderoles du groupe. Associés au noir de leur peau, ces couleurs rappellent le drapeau martiniquais et marquent en quelque sorte un engagement nationaliste de la part du collectif. Mais dans la mesure où ces couleurs ont été identifiées par un habitant du quartier alors qu'il était emprisonné en métropole dans le cadre de l'affaire OJAM, Organisation de la jeunesse anticolonialiste martiniquaise, oui parce que la répression en Martinique ils connaissent bien, un mouvement clandestin dissous par l'État français en 67,
Elle manifeste aussi, voire surtout, l'appartenance au quartier de Beaucanal. La participation du groupe au mouvement social de février 2009 illustre les rapports complexes que les membres du groupe entretiennent avec le monde de la politique institutionnelle. J'imagine qu'ils en sont quand même assez éloignés, quoi. Partie de Guadeloupe, on en a déjà parlé dans les lives, le cycle de live lecture sur les mobilisations collectives. On avait parlé du LKP, le lianage contre profitation. En gros, lutte contre les profits et l'exploitation que subissent du coup les territoires des Antilles, quoi. Donc, parti de la Guadeloupe au début du mois de décembre 2008, à l'initiative du LKP, ce vaste mouvement de protestation contre l'exploitation outrancière a été relayé en Martinique à partir du 5 février 2009 et s'est poursuivi jusqu'au 5 mars dans le cadre d'une grève générale sans précédent. La chanson Tchénou Bléné, Notre cœur est blindé, écrite par Nico Gernet 35 ans plus tôt et dont le refrain résonne comme un véritable appel à la résistance, est alors de toutes les manifestations au point de devenir une véritable hymne pour les grévistes. Nous avons marché, nous avons marché, nous avons marché, nous avons marché, nous sommes tombés, mais nous nous sommes relevés. Pour parvenir à tracer notre chemin. Oui, maman. C'est un extrait de la chanson. Je vous ai pas fait en version créole parce que j'en chie. Même si on comprend globalement le créole, j'en chie. Forcément. Lors des législatives de 2012, cependant, la reprise de cette chanson par Nico lors d'un meeting télévisé du leader du parti indépendantiste, Palima, fait l'objet d'un débat houleux au sein du groupe. Certains membres se déclarent mécontents de voir leur image associée à celle d'un parti politique. Ouais, mais ça, tu peux rien y faire, malheureusement. Il y a toujours de la récupération politique, même si toi, t'as rien demandé, quoi. Et même si t'es solidaire, en quelque sorte. Dans un département sans perspective économique affirmée, la discrétion politique, voire la réticence de certains membres à affirmer un point de vue politique et à prendre parti est très pragmatique. Bah oui, c'est ça. Ils ont trop peur d'être affiliés à des partis qui, potentiellement, ça peut les rendre encore plus pauvres et plus précaires, quoi. Une abduction d'eau, un emploi, une aide sociale, une intersection sont de fait plus mobilisateurs qu'un discours théorique et idéologique. Ah ouais. Voilà ce que dit Dominique, qui a 54 ans. Il y a plusieurs courants politiques, mais ils ne montrent pas ça dans le groupe. Selon que la personne parle, tu sais d'où il parle. Mais à Beaucanal, on est les enfants terribles de rive droite. C'est pour ça que la municipalité, il s'occupe plus des autres quartiers. Nous, on se débrouille. La politique, ça doit pas être dans le groupe, parce que sinon... Tu es dans le PMM et c'est plus le PMM. Parti progressiste martiniquais, le PPM, pardon. Ils peuvent rien pour toi. Il faut être neutre. Et puis ça va amener des divisions. S'il y avait un courant, mettons, indépendantiste, il n'y aurait pas que des indépendantistes. La culture rassemble tout le monde. Ouais, d'accord. Le parti pris, c'est de dire, on a une culture martiniquaise, on est ensemble. Mais après, ils parlent pas trop de politique entre eux parce qu'ils savent qu'ils sont pas forcément d'accord. Et en plus... Qu'importe leur position politique, c'est des gens qui se font discriminer parce qu'ils sont dans le quartier le plus pauvre, j'ai l'impression. À ce titre, si les membres de l'association peuvent parfois politiser leur mobilisation, dans le sens d'une meilleure prise en compte par les pouvoirs publics de leurs droits et de leurs besoins, ils prennent toujours garde à ne pas se compromettre dans le jeu politicien. Voilà, c'est ça. En fait, ils sont politiques, mais ils ne veulent pas faire du jeu politicien avec les partis et avoir une affiliation partisane, parce que ça serait un piège pour eux, quoi. Je pense qu'ils auraient plus à y perdre qu'à y gagner de faire partie... Enfin, ils font une forme de politique très différente qui est diffusée de leur culture et de résister comme ça, quoi. Une prudence qui n'empêche pas les fondateurs de Beaucanal, donc l'association, de se penser comme un rempart contre toute forme de dépossession sociale et culturelle, qu'elle soit de type colonial, politique ou qu'elle vienne de militants martiniquais issus de la petite bourgeoisie intellectuelle. Tambo Beaucanal n'est pas représentative, mais elle est populaire. Elle casse le mouvement de ces intellectuels, de ceux qui veulent le pouvoir. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, ils expliquaient qu'il y avait une élite assimilée, il y a des intellectuels aussi qui résistent, mais globalement, il n'y a pas de représentation de gens de classe populaire. Du coup, eux, ils sont de classe populaire, ils existent, ils ont le droit d'exister, et voilà. Et ils l'expriment, quoi. Non, puis surtout, en fait, ils ont tellement à perdre de s'affilier à un parti politique, ou en tout cas d'être assimilés à un parti politique, ils auraient tellement à perdre parce que eux, ils sont de classe populaire, et dans tous les cas, ce sera ceux qui seront lâchés le plus rapidement par les partis politiques. Donc ça veut pas dire qu'ils se désengagent de la politique, mais ça veut dire qu'en fait, participer à la vie institutionnelle politique, c'est un leurre. Ils ont rien à y gagner, en fait. C'est pas là que se fait la politique pour les classes populaires, et c'est pas là que tu changes les choses pour les classes populaires, en fait.
En fait, ils sont pas naïfs. Ils sont pas naïfs. Si on a besoin de les jeter sous le bus parce que c'est les enfants terribles de la rive droite, les décideurs les jetteront sous le bus de toute façon, en fait. Qu'importe le parti. Parce que les mouvements de résistance et les mouvements nationaux, qui à la tête des mouvements et des représentants politiques, souvent, c'est pas n'importe quelle personne non plus. Pour la Martinique spécifiquement, je ne sais pas. Mais par exemple, au Québec, les mouvements indépendantistes, c'est pas les gens de classe populaire au Québec qui les dirigent et qui... Enfin, maintenant, il y en a quasiment plus, mais... à l'époque, en tout cas, où il y avait des débats, il y avait des référendums, etc., qui faisaient les référendums, voilà. C'est effectivement de la bourgeoisie intellectuelle, quoi. Et les gens de classe populaire et les implications que ça aura sur eux, enfin, c'est pas un sujet, les gens s'en foutent en fait, dans les partis. Par contre, pour tenir des grands discours en disant le peuple, ça y va, mais bon. Donc quand il dit là, les intellectuels qui veulent le pouvoir, Éric Grenet vise ici directement l'attitude jugée paternaliste de certains militants culturels extérieurs au quartier et qui, au début des années 80, sont venus à la rencontre des jeunes de rive droite pour développer avec eux leur savoir-faire musicaux et chorégraphiques, mais qui, au fil du temps, ont fini par vouloir les encadrer, eux et leurs pratiques culturelles. C'est ça. Super, le mépris. Non, mais on fait ça ensemble. Ah, par contre, vous le faites pas bien. Est-ce qu'on peut vous encadrer, s'il vous plaît? Non, mais on va faire des profs. Enfin, vous avez vu, là, en plus... leur mode de fonctionnement, c'est de manière horizontale, tout le monde participe, il y a quelqu'un qui propose quelque chose et après ils réfléchissent ensemble. Si tu veux un encadrement avec des normes pour avoir les bonnes pratiques culturelles, c'est foutu quoi. A l'inverse, lui et les autres fondateurs des collectifs de Beaucanal se targuent de leur ancrage dans le quartier qu'ils n'ont jamais quitté. C'est vrai qu'en plus ils habitent même pas dans le quartier les gens qui font ça quoi, c'est chaud. De façon générale, et comme me l'expliquait l'un des membres du comité directeur de TBK, nous sommes politisés mais pas politiques. Ça c'est André, 61 ans, aide-soignant qui dit ça. Ou comme le disait Éric Grenet lorsque je l'interrogeais dans le contexte de réveil identitaire des années 70, on a repris ces idées-là sans être politique. Autrement dit, sans souscrire aux mots d'ordre et aux orientations des mouvements qui visent à la conquête du pouvoir. C'est ça. C'est politique mais c'est pas politicien quoi. Donc il n'y a pas l'objectif de conquête du pouvoir. De fait, si certains membres comme Nico n'ont jamais caché leur sympathie à l'égard des mouvements indépendantistes, la plupart des membres du collectif envisagent la revalorisation des musiques et des danses d'Amié, Kalenda et Bélé comme une volonté de défendre des manières de vivre propres à leur communauté de vie et d'expérience. Voilà ce que dit Victor le 8 novembre. Je sais que le Bélé, c'est une façon de nous exprimer. C'est important de développer ça. C'est après longtemps que j'ai compris le rôle du Bélé, de ce genre de musique-là. Mais attends, c'est Bélé? Peut-être, pas Bélé. Je viens de voir que l'accent, il est pas dans le bon sens. Comment je prononçais moi? Je sais pas. Ce genre de musique-là. Mais moi, je voulais faire comme des grandes personnes. Il n'y avait pas d'idée politique. Bélé Damier, c'est danser, c'est musique, c'est une manière de vivre. Le Bélé de Damier, c'est danser, c'est musique, c'est une manière de vivre. J'avais pas vu qu'il y avait la traduction après. Du point de vue de Victor Trèfre, la volonté de pratiquer des danses et des musiques traditionnelles participe avant tout d'une volonté de s'identifier à un groupe social, celui des paysans des Mornes et des habitants du quartier, et de préserver des formes de sociabilité, des repères, des valeurs, sans pour autant s'inscrire dans une logique contestataire. Les travaux sur les classes populaires ont montré que leur politisation s'est longtemps fondée sur les spécificités de l'autonomie ouvrière, à travers le rapport au corps, la musique, les chants, les rythmes, la camaraderie, la fierté d'appartenir à une communauté de destin, le rapport à la fête. Ça produit une certaine conscience de la différence sociale. C'est vrai ça. La conscience de classe, avoir conscience que t'es différent socialement des autres, ça passe par ton rapport au corps, la musique, la culture que tu as, les liens que tu crées avec les autres et comment tu les crées. C'est vrai ça. Hyper intéressant. À Beaucanal, les habitants ont très tôt expérimenté leur ségrégation, tout autant spatiale que raciale. En même temps que la distance sociale et économique qui les sépare de la reste de la société. C'est ça, t'as conscience que t'es très éloigné des autres, et du coup tu peux aussi en tirer une forme de fierté, en tout cas de te dire bah ok, moi je fais pas partie de ce monde-là, du monde des élites assimilées, du coup voilà ce que je suis. Salut Calveros. Bon, ils ont été confinés quand même, il y a une forme de ségrégation sociale hein, du reste de la société. Ils appellent ça une sorte de condition de confinement qui leur a permis de préserver un mode de vie marqué par le monde rural et l'ancienne société d'habitation. Ça leur a permis de faire de leur quartier une sorte de conservatoire culturel.
c'est chaud parce qu'en fait, s'ils avaient été assimilés, tout aurait disparu. Mais là, c'est parce qu'ils ont été discriminés et qu'ils faisaient pas partie de l'assimilation qu'ils ont pu le maintenir. Donc c'est particulier, quoi. C'est parce que tu souffres que ça peut continuer à exister. C'est terrible, quand même. C'est ainsi en se débrouillant, en utilisant les moyens du bord, les opportunités et les ressources disponibles qu'ils sont parvenus à maintenir et aussi à réinventer certaines traditions musicales et chorégraphiques. Et finalement à résister au processus d'assimilation. Après, l'assimilation, c'est la souffrance aussi. Hein. Malheureusement, je sais pas s'il y a des gens assimilés qui se sentent bien, parce que malheureusement, l'assimilation, comme ça produit de l'acculturation, dans le sens où on te fait disparaître ta culture originaire, bref, ta culture, celle dans laquelle tu as grandi et tu as été bercé avec ta famille, comme ça disparaît, tu es en tension permanente entre ce que tu as connu et ce dans quoi tu évolues maintenant. Donc les élites assimilées, elles tirent du pouvoir du fait d'être assimilées et du fait de faire partie de l'élite, mais je pense que quand même ça doit être particulier comme position. Et les gens assimilés qui font pas partie de l'élite, alors là ça doit être vraiment particulier. La marginalisation, c'est une forme de sauvetage douloureux en société. Ouais, bah on avait lu des textes, notamment sur l'usage des drogues par les personnes marginalisées, qui se font marginaliser aussi parce qu'ils se droguent. Enfin, c'est un cercle sans fin. Mais oui, c'est vrai que du coup, des fois, tu as des pratiques spécifiques qui te font tenir en vie, quoi, survivre. Salut, anarchiste. Peut-on parler pour autant de politisation? Alors oui. Bah oui, parce qu'ils acquièrent des compétences politiques, un nouveau rapport au monde et tout ça, quand même. Si. Ça dépend de la définition qu'on a du politique. Mais bon, avec une définition large du politique, là, même si les gens disent nous on fait pas de politique dans le sens où ils sont pas impliqués dans des partis, c'est de la politisation, la démarche associative là. Je vais direct à la conclusion. Ouais, voilà. Ce qui les rassemble avant tout, c'est une autre manière de vivre, autrement dit des valeurs, des formes de sociabilité et plus généralement une sensibilité esthétique à l'égard des musiques et des danses héritées de l'ancienne société martiniquaise. Ils entendent la valoriser et la promouvoir. Dans une perspective fonctionnaliste, du coup, cette association s'affirme ainsi comme un mouvement culturel à part entière qui fait de la culture un moyen de transformation sociale. C'est ça, et ça c'est politique. La culture comme moyen de transformation sociale. Là où les partis, les syndicats, les groupes d'intérêt, voire les mouvements sociaux en général, ne mobilisent la culture et le répertoire artistique que comme un moyen et non une fin. Ça c'est vrai. C'est vrai que la culture c'est leur fin en soi. De défendre leur culture c'est la fin en soi. Ça c'est vrai. C'est ce qui est un peu expliqué dans le texte et que j'avais pas forcément relevé, mais c'est vrai que pour eux ça se suffit en tant que tel. En même temps c'est un acte de résistance fort, hein. Sans forcément prendre le pouvoir et renverser et faire disparaître l'État français, quoi. Mais oui. Surtout quand on n'est pas assimilé, je parle en tant que maghrébin, même quand on est né en France et grandi en France, on n'est pas considéré comme français et qu'on ne fait pas d'efforts. Oui, non mais en fait c'est ça. Tu peux te percevoir comme assimilé toi parce que tu as fait tout, tu as coché toutes les cases de ce qu'il faut faire pour être un bon français, mais en fait dans tous les cas c'est discriminatoire et tu vas le subir. Et tu vas subir du racisme même si tu fais tout ce qui était demandé. Dans tous les cas, tu seras forcément discriminé parce que perçu comme tel. Perçu comme différent par rapport à l'image de ce qu'est la France. Et c'est là que tu vois que la bataille culturelle, elle est importante pour transformer aussi l'image de ce que c'est que la France et d'avoir une vraie discussion sur ce que c'est que la France. On perd tout le temps à l'assimilation, oui, c'est ça. On ne sera pas considéré comme assimilé, peu importe si on fait tout ce qui est demandé, c'est ça. Ouais, c'est carrément ça. Ouais. Merci LNP pour les 3 mois de soutien. Merci beaucoup. Je pensais plus à sauver un mode de vie. Un éleveur de moutons qui veut promouvoir de la laine, c'est marginalisé dans notre société. Bah s'il fait de manière artisanale et pas de manière industrielle, oui. Ouais. Si tu veux sauver ta production et l'usage de ta laine, tu te marginalises, oui, oui. C'est vrai. Mais je trouve ça bien. Je trouve ça bien de dire, en fait, c'est pas ordinaire et c'est pas banal. En fait, je sais pas comment vous dire, mais enfin si, on peut le dire comme ça. Il y a des formes de hiérarchie dans le militantisme. Il y a des gens qui vont dire, on veut renversement de l'État, par exemple, on veut ça, ça, ça. Et tu vois, moi, la première, tu vois, typiquement la 5ème République et son mode de fonctionnement, ça me plaît pas. Mais en fait, le problème, c'est que les gens, ils vont créer des échelles. Et ils vont faire des hiérarchies à partir de ça. Et là, c'est là le souci. En disant, bah moi, je lutte comme ça. Par exemple,
telle personne, elle est dans un syndicat, elle veut s'engager dans un parti et elle veut vraiment faire des actions militantes coup de poing. L'important, c'est les mobilisations nationales, c'est la grève générale, etc. Ok, pourquoi pas. Genre, pourquoi pas, tu vois. C'est un mode d'organisation politique que tu as envie de valoriser et de fonctionner différemment. Et tu veux tendre vers quelque chose et tu as un idéal vers lequel tu veux tendre. Ok. Mais du coup, je vois pas en quoi, par exemple, des gens qui ont un mouvement culturel comme celui-là et qui veulent défendre leur culture au quotidien de manière locale et des choses qui leur ressemblent avec les gens dont ils sont proches, bah ça, pourquoi est-ce que ça serait en dessous, quoi? Le problème, c'est que quand tu passes beaucoup de temps, notamment, je comprends ce qu'ils veulent dire aussi avec les intellectuels de l'université, mais quand tu passes beaucoup de temps à la fac, par exemple, t'as des gens qui font de la théorie politique et qui disent l'action politique, ça marche comme ça. Et du coup, il faut qu'ils fassent des trucs qu'ils jugent importants. Et typiquement, ils vont dénigrer des luttes locales parce qu'ils vont considérer que c'est pas assez important, parce que ça ne changera pas la face du monde. Et t'es en mode, comment ça changera pas la face du monde? On va commencer le C'est pas sorcier, là. Rigop. Mais après, je tousse. Ouais, je vais le faire quand même. Je tousserai moins pendant C'est pas sorcier parce que je parlerai moins. Mais ouais, la conclusion est juste en bas, là. Il nous reste un paragraphe à lire. Mais ouais, je trouve qu'en fait, c'est quand même de dire... Enfin, il y a une forme de mépris. Il y a une forme de mépris en disant... oui, bon, bah, tu défends ta culture, tu crois en certaines choses, pourquoi pas, mais bon, l'important, c'est ce truc-là. Ce sujet-là, il est super important et c'est ça qu'on doit défendre. Bah non, diversité des tactiques, en fait. Si vous avez envie de lutter pour des choses où vous pensez qu'il y a possibilité de renverser les choses d'un point de vue national, faites-le. Mais si des gens veulent défendre leur culture et le font de manière locale, bah... Ça, c'est important aussi. Tout ce qui est ordinaire et banal, entre guillemets, dans le sens où ça s'insère dans des routines, c'est pas si banal et ordinaire que ça. C'est assez extraordinaire de réussir à faire survivre ça dans notre contexte politique actuel. Donc, bon. Non, mais l'assimilation, c'est horrible. Franchement, l'assimilation, c'est saut sombre. Qui est ton pseudo, c'est beau. Non, l'assimilation, c'est vraiment horrible. Parce que ça participe vraiment à faire... à tordre la personne pour qu'elle colle à un moule dans lequel elle ne sera jamais 100% à l'aise, quoi. C'est atroce. C'est faire souffrir les gens. Plutôt que d'accepter qu'il y ait des différences et qu'on puisse fonctionner ensemble et que ça puisse nous nourrir, c'est horrible. Vous serez assimilés, toute résistance est inutile. Non mais c'est atroce. Hein. Mais de toute façon, le modèle français, par rapport à ça, il est vraiment horrible. Oh, mais le terme est horrible, oui. Mais vraiment, la matérialité de tout ça, c'est hyper violent. Puis encore une fois, c'est ce que je disais, à gauche, c'est accepté, quoi, l'assimilation. C'est considéré comme normal. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont critiques de l'assimilation. Hein. Alors, il y a beaucoup de gens qui sont contre l'immigration, même à gauche. Et il y a beaucoup de gens qui, quand ils sont pour l'immigration, c'est parce qu'il y a de l'assimilation. Et c'est parce que les gens, ils vont finir par coller à ce que c'est que la France. C'était là, mais ça n'a aucun sens, quoi. Où est la gauche internationaliste on abat les frontières. Enfin, elle est où, quoi? C'est grave. Hein. Dans le discours médiatique, en tout cas, elle est pas là. Hein. Le NPA a un peu tenu des propos comme ça, mais c'est compliqué. Hein. Mes grands-parents, ils ne parlent pas italien alors que c'est leur langue maternelle de leurs parents, ça me rend ouf. Ouais, mais c'est pas étonnant, c'est horrible. Hein. Ouais. Donc je finis mon paragraphe pour avoir la conclusion. Le principal enseignement de cette enquête est dans la mesure où l'histoire du collectif montre que la prise de conscience de leur destin est indissociable, non seulement de l'expérience de relégation sociale, c'est parce que t'es relégué que tu prends conscience de ton destin, d'une relégation spatiale et d'une relégation raciale propre aux habitants des quartiers populaires, mais aussi des modalités d'apprentissage de pratiques culturelles qui, telles que le damier, sont censées valoriser l'identité N-word martiniquaise, en même temps que l'image de leur quartier. À ce titre, si la confrontation au monde extérieur, donc en fait ils sont stigmatisés, mais en même temps ils sont valorisés par leur culture locale, entre eux, du coup ça permet d'avoir une conscience du groupe, quoi. J'imagine que c'est ça qu'il veut dire. La confrontation du monde extérieur via des processus de stigmatisation et d'ostracisation de la plupart des élites assimilées, mais aussi de comparaison et d'émulation vis-à-vis d'autres groupes et d'autres univers culturels, a donné une audience publique aux gens de Beaucanal. La conscientisation de ses membres renvoie plus directement à des formes de vie et des savoirs d'action qui se sont développés au sein d'une même communauté de destin.
Il est beau ce terme de communauté de destin. En gros, c'est la conscience de classe, hein, mais la communauté de destin. Avoir conscience que on a le même avenir social qui nous est... Parce que, vous savez, il y a ce mythe de la méritocratie, quoi. En mode, grâce à ta volonté et à ton travail, tu t'en sortiras. Et la communauté de destin, c'est de dire, on partage le même destin. La probabilité que l'ascenseur social fonctionne pour nous est extrêmement limitée. Donc, soyons solidaires. Ainsi, tout se passe comme si c'était leur l'ancrage organique au quartier qui les avait aidés à acquérir un habitus réflexif. On va avoir conscience, du coup, de leur milieu social et avoir des réflexions là-dessus et pouvoir lutter contre ça. À sortir de la logique du sens pratique pour se mobiliser et se positionner dans leur environnement social et culturel. À affirmer leur identité propre en mettant une distance entre eux et le monde, entre eux et les pratiques. À l'instar des poètes ouvriers étudiés par Jacques Rancière en 1983, la dimension politique de TBK ne réside donc pas fondamentalement dans un message ou dans une idéologie, mais dans le fait même que par son existence, ce collectif affirme la capacité esthétique d'un peuple, généralement dénié par les autres catégories sociales, et agir par conséquent comme une profonde remise en cause de l'ordre social et culturel. C'est beau. La communauté destin, au secours, hein. Au secours cette vanne. C'est beau. C'est beau, je trouve, la conclusion là, de dire que la démarche du collectif, la mise en pratique, leur réflexion et tout ça, ça permet de remettre en cause l'ordre social et culturel. Ce que je disais dans le fait même que d'exister et d'avoir certaines pratiques, typiquement, tu vois, d'avoir ses cheveux naturels pour les personnes qui ont les cheveux crépus, quoi. Alors que c'est complètement... Pour les femmes, en tout cas, c'est complètement... Bah, pour les hommes, faut qu'ils coupent les cheveux courts, j'ai l'impression aussi. Bref, il y a du racisme lié à ça, c'est complètement pas autorisé. Il faut que t'aies des cheveux de blanc lisses et voilà. Je trouve qu'il y a plein de trucs comme ça qui sont des micro-résistances, mais quand c'est organisé d'un point de vue culturel avec des assos, ça fait chier l'ordre social, c'est sûr. Surtout quand t'as une volonté d'assimilation qui est très présente sur les territoires qui ont été colonisés, quoi. Bon bah écoutez, il était stylé ce texte. J'ai beaucoup aimé. Ça montre bien l'importance de la pratique. Ça montre vraiment bien que ça passe par des trucs culturels, corporels, pour créer un rapport au monde qui est différent et être solidaire des autres, quoi. J'ai beaucoup aimé. On a bien rebondi face au fait que je m'étais trompée et que j'avais sélectionné qu'un texte d'intro. Le rebondissement a été magnifique, magnifiquement maîtrisé. Aïe aïe aïe. Je vous jure, hein. Pourtant j'avais pris le temps de regarder, mais comme j'avais pas lu le texte avant, forcément il y a des couacs. Couac. N'hésitez pas à follow la chaîne si vous avez envie de voir évidemment les prochains live lectures de sciences sociales. On ne va pas arrêter là, on va faire un React C'est pas sorcier. Je change juste le titre pour qu'on puisse faire ça. On regarde un C'est pas sorcier sur les baleines, c'est ça? Les cétacés. Baleine. Je vais écrire baleine. C'est assez sorcier, exactement. Ça manque de quick, ouais. Ça manque de faire du bruit là quand même. Je vais laisser en discussion la catégorie. On est bon. React, vulgarisation, science. Ok, let's go.